OK, ça rentre tranquillement. On va attendre encore une minute ou deux. On va démarrer dans quelques instants. On va donner la chance aux gens d'arriver. Il semble qu'on stabilise vers 97, 18. À 100, on va démarrer. Bon, nous voilà. Alors, on y va. Bonsoir tout le monde. L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, en collaboration avec le service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal et de la table de quartier Mercier-Ouest, quartier en santé, vous souhaite la bienvenue à cette rencontre virtuelle qui n'est pas une rencontre virtuelle, je tiens à souligner, c'est une vraie rencontre sur des plateformes virtuelles, c'est important, qui va porter sur la cohabitation sociale dans le contexte de l'installation du gîte temporaire pour personnes en situation d'itinérance à l'auberge Royal Versailles au 7200 rue Sherbrooke-Est. Je m'appelle Gary Arpin et je serai votre animateur pour la soirée. Tout le monde comprend que cette situation-là suscite beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations très légitimes. C'est pourquoi cette rencontre vise à vous informer. Les gens qui sont ici, on a des experts, des intervenants qui travaillent sur le dossier depuis très longtemps. On va parler des actions entreprises par les différents intervenants dans le but de faciliter la cohabitation, des ressources actuellement à votre disposition et des mesures pour pour favoriser une cohabitation sociale sécuritaire pour tous et pour tout le monde. Avant de présenter nos invités, nos experts, nos intervenants, un petit mot sur le déroulement. D'abord, autant que possible, gardez les micros fermés pendant que les gens parlent pour pas que ça devienne cacophonique. Il va y avoir nos experts, nos intervenants qui vont faire une courte présentation pour faire la mise au point de la situation. Par la suite, on va avoir une période de questions. Deux périodes de questions, en fait. La première, où pendant 20 minutes, on va avoir des questions qui ont été posées au cours des derniers jours et c'est des questions qui nous ont été envoyées sur cette question-là. Ensuite, ce qui va suivre, c'est une période de questions d'une trentaine de minutes où on va vous donner la possibilité d'écrire vos questions d'une part et ceux qui voudront les poser de vive voix pourront aussi le faire. Je tiens à souligner aussi, et ça c'est bien important, la soirée est présentement enregistrée. Tout ça, ça va être enregistré pour diffusion ultérieure et les gens vont pouvoir réécouter ce qui se passe ici ce soir. Alors, c'est important de souligner, encore une fois, ce que vous voyez et ce que vous allez entendre ce soir est enregistré. Alors, j'aimerais maintenant faire appel à notre premier invité. Il est directeur de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et il va faire le point sur les objectifs de cette rencontre. J'inviterai Serge Villandré à prendre la parole. Merci beaucoup, M. Arpin. Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette soirée d'information citoyenne. Nous visons deux objectifs ce soir. Le premier, c'est de vous informer. Ensuite, on veut vous entendre afin de répondre à vos questions et à vos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes plusieurs intervenants ce soir qui proviennent du milieu de la santé, de la ville, de l'arrondissement, du poste de quartier 48, de la table de quartier et des organismes locaux. Nous savons que la situation soulève des questions pour plusieurs d'entre vous et que votre quotidien a été bouleversé. Tous ici, on collabore afin de répondre chaque jour aux différents enjeux, que ce soit en matière de sécurité, de propreté, de salubrité, de partage de l'espace public et surtout d'entraide. Nous avons une belle occasion, ensemble, d'identifier des pistes pour solutionner les différentes problématiques suite à l'implantation du refuge temporaire au Royal Versailles. Et d'emblée, je vous ai dit au départ qu'on voulait vous informer. Puis il y a des valeurs qui nous guident dans tout ça, la transparence, la bienveillance. Donc, d'emblée, je veux vous informer dès le début de cette rencontre que le refuge temporaire va poursuivre ses activités au-delà du 31 octobre prochain, toujours sur une base temporaire. Nous allons vous présenter dans quelques instants les modalités pour la suite. Encore une fois, je le répète, l'objectif premier de cette rencontre est de vous entendre et de voir avec vous les meilleures façons de favoriser une cohabitation qui est harmonieuse et solidaire.
Après les présentations, il va y avoir 2 périodes de questions et nous allons prendre le temps qu'il faut pour vous répondre. En conclusion, je vous remercie vraiment pour votre participation et votre collaboration. Sachez que nous allons poursuivre cette conversation citoyenne bien au-delà de cette soirée. J'ai confiance que nous allons réussir comme communauté à répondre à tous les enjeux actuels vécus par les citoyens ainsi qu'aux besoins très importants des personnes en situation d'itinérance. Merci et bonne rencontre. Ben, Serge Villandré, merci beaucoup. Je veux juste une petite note encore sur les questions. Vous allez trouver qu'il y a une section Q et R ou Q et A, selon si votre Zoom est en anglais ou en français, et aussi des mains levées à droite. Il y a déjà une question qui a été posée. Je vous demanderai d'attendre un peu avec vos questions. Comme je vous ai dit, on va avoir des questions qui ont été posées par écrit ces derniers jours pour essayer d'éviter de la redondance. Une très bonne question d'ailleurs, je l'ai vue. Et on va procéder à vos questions par la suite dans la deuxième partie de la période des questions. Maintenant, pour nous parler de l'itinérance comme problème de société, votre député, le député de Bourget, M. Richard Campeau. Bonjour, M. Harpin, merci. Bonjour tout le monde. Je voyais en bas 116, 118 participants. Ça doit vouloir dire qu'il y a un intérêt. Très content que vous soyez là ce soir. Il y a différentes personnes qui ont appelé au bureau de comté pour nommer différents niveaux d'inquiétude reliés à l'itinérance à le Royal Versailles. J'ai été rencontrer des gens dans un parc pour discuter avec eux autres. Et on avait convenu de faire une réunion d'information. Finalement, on s'aperçoit que la municipalité, en fait, l'arrondissement, je devrais dire, voulait en faire. Alors, on peut si bien d'en faire juste une, ça ne sert à rien de dédoubler tout ça. Alors, nous voici donc ce soir. J'ai eu l'occasion, vous allez voir à quoi je vais en venir juste par la suite, j'ai eu l'occasion d'en parler avec la conseillère Karine Boivin-Roy. J'en ai parlé avec le maire Pierre Lessard-Blais. J'ai parlé au PDG du CIUS de l'Est de Montréal, Sylvain Lemieux. J'ai eu des discussions avec le ministre Lionel Carman et son cabinet. Notre bureau a parlé au PDQ 48, à CARE, à l'anonyme. On a essayé de toucher un peu tous les intervenants, puis il y en a d'autres en plus. Alors, l'idée en arrière que j'ai voulu passer comme message à tous ces gens-là, il n'est pas question ce soir d'essayer de politiser le débat. Ça n'a pas rapport à la campagne électorale municipale. Ça n'a pas rapport à essayer de briller politiquement. Et tout le monde est d'accord là-dessus. On est ici parce qu'il y a un problème d'itinérance à laquelle nous ne sommes vraiment pas habitués dans l'Est de Montréal. On veut donner une meilleure information à tout le monde. Je ne m'attends pas ce soir à ce que tout le monde soit content, que toutes les réponses soient trouvées. Mais on va augmenter le niveau d'information. En général, quand on a plus d'informations, le niveau de stress, d'anxiété diminue et puis on va continuer par la suite à garder un bon contact. Les itinérants, la plupart qui sont dans le Royal Versailles ne sont pas judiciarisés. Ce sont des Québécois qui ont des problèmes parfois, qui ont besoin et qui ont droit d'avoir de l'aide. Mais les gens qui demeurent autour sont aussi des Québécois qui ont le droit à leur quiétude et qui ont le droit d'avoir de l'aide aussi. Alors, c'est dans cet esprit-là j'aimerais bien qu'on aborde la rencontre. Alors, merci. Bonne soirée. Merci, M. Harpin. Merci beaucoup, Richard Campeau. Richard Campeau, qui est député de Bourget, c'est votre député. Maintenant, pour nous parler un peu de la mise en contexte de l'installation du refuge au Royal Versailles, 2 personnes qui sont au fait du dossier depuis longtemps et qui travaillent avec acharnement là-dessus. D'abord, la directrice du service de la diversité et de l'inclusion sociale à la Ville de Montréal, Mme Nadia Bastien. Bonsoir, Mme Bastien. Et le commissaire aux personnes en situation d'itinérance au service de la diversité et de l'inclusion sociale, le même service, M. Serge Larreau. Mme Bastien, M. Larreau, je vous cède la parole. Merci, M. Harpin. Alors, bonsoir à tous les participants, toutes les participantes. À mon tour de vous saluer puis de vous remercier de votre présence. J'interviens ce soir au nom du Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal, un service qui porte effectivement les actions régionales en matière d'itinérance, en complémentarité avec les arrondissements, en partenariat avec le réseau de la santé et des services sociaux.
Je suis accompagnée ce soir, comme M. Harpin l'a dit, de M. Serge Laroux, commissaire aux personnes en situation d'itinérance, et on va brièvement tous les deux vous parler des mesures sans précédent qui ont vu le jour dans le contexte de la pandémie, qui, on le sait, a eu des effets sur nous tous, mais plus particulièrement sur les personnes en situation d'itinérance. Serge? Merci Nadia. Bonjour à vous. Pour moi, c'est un grand plaisir à chaque fois de pouvoir parler avec des citoyens, de pouvoir aussi faire preuve de compassion parce que je sais ce que vous vivez. Moi, j'habite dans l'arrondissement Ville-Marie à côté de 3 refuges. Donc, je sais ce que c'est que de conjuguer tous les jours avec des personnes en difficulté. J'ai aussi, évidemment, des techniques. Ça fait 25 ans que je suis en itinérance, mais c'est certain que vous avez des choses à vivre, des choses à exprimer. Moi, je voudrais ici, ce soir, vous exprimer d'un côté humain ce que nous vivons dans le domaine de l'itinérance depuis plusieurs années, mais particulièrement depuis la pandémie, et le pourquoi de l'auberge Versailles. Tout d'abord, l'itinérance à Montréal. Avant la pandémie, on estimait, selon des dénombrements, à plus de 3000 personnes en situation d'itinérance dans la ville de Montréal, la moitié dans le centre-ville, l'autre moitié dans les arrondissements périphériques au centre-ville. Et dans Hochelaga-Maisonneuve, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, il y avait plusieurs personnes en situation d'itinérance. Peut-être pas toujours visibles, mais on sait qu'il y en avait dans le sud d'Hochelaga. On sait aussi que tout le long de la ligne verte du métro de Montréal, il y avait des personnes qui avaient besoin d'aide. On a régulièrement des organismes qui y allaient. Donc, l'itinérance, la grande précarité, la pauvreté, elle était déjà là. Mais la pandémie, qui a été extrêmement difficile pour vous et moi, là, on était confinés, on était privés, on est tannés de ça. Imaginez ce que ça a pu être pour les personnes en situation d'itinérance. Je vous ramène au mois de mars 2020, quand la ville s'est arrêtée, quand tout a fermé, quand il n'y avait plus pour les personnes itinérantes de lieu pour aller manger, pour dormir, pour se nourrir, se laver, même pour aller aux toilettes. Tout était fermé. Les grands refuges ont dû fermer plus de 350 lits pour créer de la distanciation sociale nécessaire, évidemment, à éviter la propagation de la COVID-19. Et c'était notre grande crainte que cette population-là soit gravement touchée et par le fait même peut-être de contaminer le reste de la population. Cette crise-là, cet événement-là, dès les premiers jours de la pandémie, qui a fait que des centaines de personnes étaient à la rue, nous a forcé, la Ville de Montréal, à déclarer l'état d'urgence au même titre que le gouvernement du Québec. Et c'était surtout pour répondre aux enjeux de ces centaines de personnes-là qui étaient vraiment vulnérables. Dans cet effort-là d'état d'urgence, la Ville de Montréal, avec son centre de coordination des mesures d'urgence, qui est créé lors de l'état d'urgence, le réseau de la santé et des services sociaux, dont la santé publique, mais également des dizaines d'organismes ont travaillé de façon acharnée pour endiguer ce qui n'était plus une crise sanitaire, mais ce qui est en train de devenir une crise humanitaire. C'était grave, fallait agir et très rapidement, on a mis une panoplie de services partout à Montréal. On a créé plus de 25 sites temporaires. On a réquisitionné des arénas, des centres communautaires, des hôtels. On a fait des centres de jour, des services alimentaires à ciel ouvert dans des grands parcs. Il y en avait un d'ailleurs dans l'arrondissement Hochelaga-Maisonneuve. On a vraiment tout déployé pour essayer d'aider. Au plus fort de la crise, on avait au-dessus de 1600 personnes dans des sites temporaires. On nourrissait quelques 2000 personnes par jour. Moi, c'est important pour moi de vous le dire. Je le sais que ça a paru dans les médias, mais je ne sais pas jusqu'à quel point la population réalise à quel point on a travaillé extrêmement fort pour éviter. Puis on a gagné d'ailleurs le pari parce que la population itinérante n'a pas nécessairement été plus frappée par la COVID-19 que le reste de la population. Et je pense qu'on a réussi à protéger tout le monde. Mais ça a été un effort colossal, monumental. Et tous ensemble, je le répète, le réseau de la santé, la ville, on a essayé de créer, comme je vous dis, plus de 25 sites d'hébergement d'urgence, des haltes chaleur sur l'ensemble du territoire. Tout le monde, à un moment donné, a eu un site temporaire pendant 6-8 mois dans le nord de la ville. Et évidemment aussi, comme la pandémie a exacerbé l'itinérance, les situations précaires, bien, il y a eu plus d'itinérance visible et apparente dans des secteurs où ça se voyait moins, comme dans Mercier, mais également comme à Montréal-Nord, comme à Villeray-Saint-Michel. Moi, je vous dis tout ça parce que ça a été très grave, ça a été
épouvantable. Puis malheureusement, on est encore en état d'urgence. On a un certain déconfinement, mais c'est pas terminé. Il faut continuer à protéger les gens et on a toujours des centaines de personnes à aider. Au printemps dernier, on a une petite bouffée d'oxygène, la fin du couvre-feu, Dieu merci, le début du déconfinement partiel et une reprise des activités. Ce qui s'est passé au printemps dernier, c'est que la Ville de Montréal, qui avait réquisitionné des édifices municipaux, a dû les redonner à la population. Et c'est le cas particulier du centre Pierre Charbonneau, le plus à l'est pour couvrir justement l'ensemble de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le centre Pierre Charbonneau, c'est un centre névralgique. Il y a des centaines d'enfants qui vont là pour des camps de jour, des écoliers, il y a des gens qui vont là. Donc, il fallait fermer absolument ce centre-là, le remettre en fait aux enfants et à la population. Et rapidement, avec très, très peu de temps, on devait trouver un autre site dans l'est de Montréal pour héberger les quelques 120 personnes qui étaient au centre Pierre Charbonneau. On a fait beaucoup de recherches, on a cherché un site accessible rapidement. Il n'y en avait pas beaucoup. Et c'est l'Auberge Versailles, un hôtel fermé, qui s'est avéré le site le plus accessible, le plus rapide possible. C'est ça qui a amené le CIUS du Centre-Sud, qui a un rôle régional en itinérance, à louer l'Auberge Versailles pour accueillir ces personnes-là. Et le CIUS a accordé un financement à l'organisme CARE Montréal, un organisme de l'arrondissement, pour assurer la supervision et l'opération de ce site-là dans les meilleures conditions possibles. C'est certain que ce site-là, c'est le plus à l'est qu'on a jamais fait. C'est certain que c'est nouveau pour vous, que ça entraîne des inconforts, puis Mme Bastien et mes collègues vont vous parler de ce qui va être fait, de ce qui est fait déjà et de ce qui va être fait pour améliorer. Mais c'est important de vous dire qu'on essaie de minimiser les situations, on essaie de continuer à contrôler, à endiguer un phénomène qui n'est pas prêt de se résorber. Il y a de la grande pauvreté à Montréal et dans l'Est. Il y en a, ça va être très difficile de remonter la pente, mais on va y aller. Pour l'instant, on continue avec des mesures temporaires. On est encore en pandémie. L'Auberge Versailles n'est pas vue comme un refuge permanent, mais comme une solution temporaire. Et j'espère qu'on va être capable de continuer. Il y a une grosse année qui nous attend. Il faut sortir de la pandémie, il faut sortir de ça. Pour conclure, avant de laisser mes collègues parler, j'espère, que j'ai pu vous faire comprendre un peu à quel point ça a été gros l'année. On est tous épuisés. Mais je voudrais aussi vous dire, parce qu'il y a une question qui nous était maintes fois posée. Oui, mais pourquoi nous, là, les résidents de Mercier, on n'a pas été prévenus en amont? Pourquoi on n'a pas été informés, consultés de l'ouverture de l'Auberge Versailles? Je dois vous dire qu'on s'en excuse. On est désolé. Mais quand on est en état d'urgence, il faut agir rapidement. Et c'est ce qu'on fait depuis 18 mois. On travaille avec des délais extrêmement serrés pour protéger la population en général et la population vulnérable en particulier. Et ça nous force à prendre des décisions extrêmement rapides. L'état d'urgence est efficace pour répondre de façon urgente, mais malheureusement aussi bouscule nos traditions démocratiques municipales de consultation et de concertation. On est désolé, on a dû agir. Évidemment, on sait que les actions qu'on pose ne sont pas pour toujours. Il y aura d'autres choses, il y aura une fermeture, mais il faut aussi comprendre qu'on est là pour continuer à aider les personnes pauvres de Mercier. Et j'espère que les informations que vous recevrez ce soir vont vous contribuer à vous rassurer et à demeurer, on le dit, solidaire avec nous pour lutter contre la pauvreté et l'itinérance. Merci de votre écoute et je suis là ce soir pour répondre à vos questions. Je vais poursuivre sur la même veine que Serge en vous partageant juste quelques chiffres sur la situation à l'échelle de la ville. Actuellement, au moment où on se parle, il y a plus de 1100 personnes qui sont hébergées sur l'ensemble du territoire, dont la moitié sont dans des sites d'hébergement temporaire. Avec l'arrivée de l'hiver qui arrive, on identifie déjà des besoins supplémentaires pour environ 500 places de plus sur l'ensemble du territoire. Ce qui m'amène donc, un peu comme Serge l'a dit, à vous parler davantage des suites pour le site de l'Auberge Versailles. Comme Serge l'a dit, c'est un projet temporaire pour offrir des services à des personnes en grande situation de vulnérabilité dans l'Est de Montréal. Considérant l'ampleur des besoins, considérant l'utilisation du site, sa fermeture immédiate n'est pas envisagée pour le 31 octobre. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que la Ville et l'ensemble des partenaires qui sont ici aujourd'hui et d'autres travaillent activement pour la recherche de nouveaux sites dans l'Est, mais aussi ailleurs qu'à Montréal,
sur l'ensemble du territoire de Montréal. Mais on veut vraiment être transparent avec vous et vous dire que le refuge de l'Auberge Versailles est temporaire, mais il va devoir demeurer ouvert encore quelques mois, le temps qu'on trouve d'autres sites. Maintenant, concernant le bail de l'auberge, actuellement, effectivement, le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal le renouvelle au mois. Et c'est dans ce contexte-là, je veux juste faire une petite mise au point parce qu'il semble avoir eu des confusions sur ce sujet-là. Serge en a touché mot tout à l'heure. Le CIUS du centre-sud a deux ententes distinctes. Il y a celle, comme il l'a dit, avec l'organisme CARE Montréal, qui est une entente de financement pour opérer le refuge, pour vraiment l'intervention qui se ferait auprès des personnes. Et cette entente-là, elle est effectivement signée jusqu'au 31 mars 2022. Le bail, quant à lui, qui est pour l'Auberge Versailles, il était effectivement initialement signé jusqu'au 31 octobre et à partir de maintenant, il va être signé au mois, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé des sites alternatifs. Pour les suites, il va y avoir d'autres communications au fur et à mesure de l'avancement des recherches des sites appropriés. Je voudrais conclure en vous disant qu'on est vraiment conscient des inquiétudes et des enjeux de cohabitation qui est actuellement dans Mercier-Hochelaga Maisonneuve. Les représentants de l'arrondissement qui vont parler après moi, d'autres acteurs également, vont prendre la parole et vous présenter d'autres actions qui sont prévues justement pour diminuer ces inconforts, pour répondre à vos préoccupations. Mais j'espère vraiment que collectivement, on ne perdra pas de vue qu'il y a des centaines d'hommes et de femmes qui sont en situation de grande précarité et qui ont besoin de ces ressources d'hébergement temporaire. Merci. Merci beaucoup, Mme Bastien. Merci beaucoup, M. Larreau, les deux du Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal. Un enjeu extrêmement complexe, je pense, plus complexe qu'on le pense. Il y a beaucoup de joueurs et il y a beaucoup d'organismes d'impliqués. Et pour nous parler justement du travail, de l'importance du travail de concertation que ça prend, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui a vraiment les deux mains dedans, qui est au cœur un peu de cette concertation-là. Elle va nous présenter la cellule d'urgence ainsi que la table de quartier de Mercier-Ouest, quartier en santé. Il s'agit de la directrice de la direction culture, sport, loisirs et développement social à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga Maisonneuve, Madame Patricia Plante. Patricia? Merci, M. Harpin. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier de votre présence. L'itinérance est un sujet délicat et complexe et nous devons trouver ensemble des solutions pour s'assurer d'une belle qualité de vie pour tous. Le contexte de la pandémie, l'état d'urgence ont fait que les derniers mois n'ont pas été faciles et nous sommes désolés des inconvénients que cette situation a pu causer. Depuis le début de la pandémie, l'arrondissement travaille de concert avec les organismes communautaires. L'esprit partenarial est au cœur de notre approche et le vivre ensemble se traduit par une place pour tous. Nous avons le privilège de collaborer régulièrement avec des organismes expérimentés, variés et travaillant en complémentarité. Ils ont une grande connaissance du territoire et des différentes clientèles. Ils sont en action de manière continue auprès de la population. Leur rôle est essentiel. Ils se sont sans cesse adaptés et ils ont tenu le cap de manière impressionnante et une fois de plus, ils ont relevé le défi. Mais ce n'est pas terminé. La situation du Royal Versailles est préoccupante et vous avez raison. Le portrait du quartier a changé. Vous êtes inquiet pour votre sécurité et celle de votre famille. Une pétition a été déposée au dernier conseil d'arrondissement et nous avons reçu de nombreuses questions. Nous les avons toutes analysées et nous tenterons ce soir d'y répondre au meilleur de notre connaissance. De multiples actions ont été entreprises jusqu'ici. Un plan de cohabitation sociale est déjà en élaboration avec la collaboration des principaux partenaires, dont le communautaire, la santé, le PDQ 48 et la STM. Toutefois, nous reconnaissons que nous devons en faire davantage pour maximiser une cohabitation sociale de plus en plus harmonieuse. Malheureusement, Mme Julie Frappier, directrice générale de la table de quartier Mercier-Ouest, quartier en santé, nous a informé il y a quelques minutes d'une urgence familiale. Elle m'a donc demandé de vous nommer les membres du comité itinérance de Mercier-Ouest, quartier en santé. Donc, Julie Frappier, directrice générale de MOQS, qui est responsable du comité itinérance de Mercier-Ouest. M. Michel Monet, directeur général de CARE Montréal. Julien Montreuil, directeur adjoint à l'Anonyme UIM. Sophie Gagnon, coordonnatrice du programme Tandem MHM, l'Anonyme. Romain Petit, Angela Carter, travailleur de rue pour Pâques de rue. Yann Desrosiers, directeur général du groupe d'entraide de Mercier-Ouest. Joanne McNeil-Paquette, directrice générale de l'Entre-Jeunes de Mercier-Est. Vincent Morel, directeur général Le Pas de la rue. Josée Lafrenière, organisatrice communautaire du CIUS de l'Est de l'île de Montréal pour le CLSC Hochelaga.
Andrea Richardson, organisatrice communautaire du CIUS de l'Est de l'île de Montréal pour le CLSC Olivier Guimont, Jean Scalzo, Christine Beaulieu, agente socio-communautaire SPVM PDQ 48, Francis Turmel, préventionniste équipe métro d'intervention et concertation de l'équipe EMIC, Tai Cory, directeur général de Solidarité Mercier-Est, Estella Escalona, conseillère en développement communautaire de MHM, Joliane Bergeron, agente de développement social de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Comme vous voyez, beaucoup de gens sont présents sur le terrain et veulent avoir une saine cohabitation dans le quartier. La table de quartier Mercier-Ouest Quartier en santé est ouverte à créer un comité citoyen. Nous pourrons vous donner plus de détails à venir. Et je vais maintenant céder la parole à M. Danny Saint-Pierre, lieutenant au PDQ 48. Bonsoir, merci Mme Plante. Bonsoir tout le monde. Je vais me présenter en premier lieu, M. Danny Saint-Pierre, lieutenant au PDQ 48. Ce soir, j'ai le mandat de représenter le SPVM et le PDQ 48 en particulier pour cette rencontre ce soir. Ce qu'on tient à préciser, depuis qu'on a su qu'il y avait l'implantation du refuge dans le secteur au 7200 Sherbrooke, il y a eu des approches qui ont été faites avec nous pour nous impliquer dans le processus. Les responsables furent rencontrés du centre. Les responsables du centre ont été rencontrés avant même l'ouverture. La direction du poste, on est allé sur les lieux, rencontrer le responsable et visiter les lieux pour s'assurer des actions qui allaient être posées pour assurer la quiétude, la sécurité des gens, mais aussi de donner, voir la collaboration qu'on a avec le gestionnaire du centre. Et je peux vous dire qu'il y a une très bonne collaboration avec nous. Par la suite, tous nos policiers du 48 furent sensibilisés à cette nouvelle ressource en itinérance dans le secteur et, naturellement, des enjeux que cela représentait pour nos policiers. Vous sachez qu'il y a plusieurs effectifs qui sont mis à contribution pour assurer la sécurité publique dans le secteur. Comme Mme Plante le précisait, on a également nos agents communautaires, socio-communautaires qui participent au comité itinérance afin de collaborer avec les divers intervenants dans ce comité pour trouver des solutions aux problématiques. Naturellement, il me fera plaisir de vous expliquer les différentes actions prises par le PDQ afin d'assurer notre mission de la sécurité publique. Je peux vous dire en entrée de jeu que plusieurs partenaires sont impliqués. On collabore avec les agents de la STM, collabore aussi avec les policiers métro, la section EMIC. On a aussi une section ECCR, c'est l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement. C'est une nouvelle section qui est créée. Ça nous permet d'avoir des effectifs supplémentaires, aller à la rencontre des gens. On travaille aussi, naturellement, nos patrouilleurs sont dans le secteur, sont conscientisés. Les patrouilles sont augmentées dans le secteur à ce niveau-là. Et nos agents communautaires, comme je disais, participent aussi amplement. Fait que, bonne soirée, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions au niveau sécurité publique. Merci, lieutenant Danny Saint-Pierre du PDQ 48. Et on retourne, est-ce que Patricia, vous avez un bout d'information à nous donner sur le plan de cohabitation sociale? Est-ce que vous avez plus de détails là-dessus? Alors, allez-y. Oui, bien sûr. Donc, je vais vous présenter certaines actions entreprises par l'arrondissement et ses partenaires qui sont en cours depuis le 1er juillet dernier, en s'appuyant sur un plan de cohabitation sociale qui est actuellement en élaboration et qui sera évolutif selon les besoins et selon vos besoins aussi. On veut axer sur la prévention et la sensibilisation, la mobilisation des acteurs et le soutien. On veut poursuivre le travail de prévention et de protection. On veut soutenir le travail des intervenants et des travailleurs de rue qui interviennent auprès des personnes en situation d'itinérance. On veut poursuivre la réalisation des actions qui favorisent la cohabitation dans l'espace public. Et on va s'assurer de la diffusion auprès de la population des ressources disponibles pour répondre aux différentes problématiques, dont la propreté, l'aménagement, la sécurité urbaine et plusieurs autres éléments. Voici donc un résumé des actions concrètes de l'arrondissement en collaboration avec les partenaires. Tout ce qui touche la sécurité. On va prolonger la présence d'une brigade d'intervenants déjà en place en sécurité urbaine jusqu'en mars 2022. Ce qui touche le soutien et les services aux personnes en situation d'itinérance, on va installer des toilettes chimiques
pour réduire les incivilités sur le domaine public. On va faciliter l'accessibilité à des postes d'informatique dans nos installations. On a facilité l'accès à nos installations pour les cliniques de dépistage de la COVID et la vaccination menée par le CIUS. Tout ce qui touche l'entretien et la propreté, on a renforcé la propreté sur le domaine public par l'augmentation des équipes dédiées à l'entretien et à la propreté, dont l'ajout de poubelles, l'ajustement des collectes quotidiennes et plus encore. On a aussi augmenté la fréquence des équipes d'inspection sur le domaine public et privé. Pour ce qui touche la communication, il y aura une distribution d'un dépliant d'informations sur les ressources existantes dans le secteur. Vous aurez aussi accès à une foire aux questions et le plan de cohabitation sur le site de l'arrondissement dès qu'il sera terminé. Et pour la concertation, on s'assurera d'être présent aux différents comités locaux et régionaux pour tout ce qui touchera l'itinérance sur notre territoire. Il est important de mentionner que ces actions sont déjà en cours par l'ensemble de nos partenaires. Pour l'instant, pour toute plainte, vous pouvez communiquer avec le 311. Votre plainte sera traitée selon le niveau d'urgence et vous recevrez un numéro de requête. Il sera facile pour vous de faire le suivi au besoin. Lors de la réception de votre plainte, l'arrondissement transmet aux services concernés, comme par exemple la voirie, pour tout ce qui touche la propreté. Pour un service plus rapide, le traitement des demandes doit être fait par téléphone. Et pour toute urgence, merci de contacter le 911. De notre côté, nous sommes aussi en réflexion pour trouver un canal de communication qui sera rapide, où on pourra vraiment bien communiquer ensemble. Pour l'instant, je vous invite à consulter la page web montréal.ca/MHM afin de vous tenir informés. Je vais maintenant céder la parole à M. Harpin pour la suite de la rencontre. Merci beaucoup, Patricia Plante. Patricia Plante, qui est directrice de la direction Culture, Sport, Loisirs et Développement social à l'arrondissement. Merci, Hochelaga-Maisonneuve. On va passer à la période des questions maintenant. Alors, je vous invite, on va avoir une période de 20 minutes et je vais vous lire les questions que nous avons reçues depuis quelques jours. Il était possible de poser ces questions-là et on va demander aux gens qui se rapportent à ces enjeux-là de répondre à ces questions-là. On va y aller pour une vingtaine de minutes. Il est 19h04 et donc vers les 24, ensuite, on va passer à la période de questions interactives où vous allez pouvoir poser vos questions dans la petite case Q et R ou Q et A selon la langue, où vous allez pouvoir lever votre main pour poser votre question. Alors, si vous permettez, on va procéder avec la première question qui nous est arrivée. Une question de M. Sergio Joao, et j'espère que je prononce bien son nom. La question est la suivante. Comment améliorer la cohabitation entre les jeunes étudiants de 11 ans et plus qui attendent l'autobus le matin au coin de Sherbrooke-Trianon et la présence quasi d'individus en crise qui sollicitent les jeunes, crient et ont souvent des comportements agressifs? M. Jao précise que ce coin est particulièrement restreint en termes d'espace et signale de plus que les travaux ont présentement lieu à 2 pas du refuge. Et je pense que je vais demander à lieutenant Saint-Pierre de répondre à cette question. Bonsoir, merci. Mais tout d'abord... je veux juste vous interrompre une minute. Je veux juste ajouter une autre question qui est à peu près la même. Madame Mylène Lusignan, je ne sais pas si elle est présente ce soir, qui pose un peu la même question, qui dit quel est l'encadrement de sécurité prévu dans le secteur? Nous avons déjà vécu des cambriolages dans notre voiture. Alors, on va faire du 2 pour 1, M. Saint-Pierre. Ben, merci, M. Harpin. Comme je disais plus tôt dans mon introduction, dans le secteur, on a pallié à la situation quand on a eu l'information que le centre s'en allait s'établir au 7200 Sherbrooke dans le secteur. Nos agents sociaux communautaires sont proactifs avec les gens du centre, mais aussi avec les gens du milieu, afin de pouvoir pallier à les problématiques. Pour ce qui est du cas particulier qu'on a des jeunes au coin de Sherbrooke-Trianon, je tiens à rappeler que nous autres, le PDQ 48, depuis le printemps dernier, on est responsable de la patrouille du métro, la partie Est du métro de la STM. Donc, on a en permanence 2 agents dédiés de jour comme de soir, du matin, de l'ouverture du métro jusqu'à la fermeture du métro, dédiés à la patrouille du métro. Et pour pallier à la problématique du métro Radisson et L'Angelier, on a fait une entente avec les agents de la STM afin de s'assurer qu'on a une présence accrue dans le secteur. En permanence,
les policiers du poste 48 ont un mandat d'aller à des heures spécifiques et les agents de la STM ont le mandat d'être présents à l'autre heure spécifique. Donc, on s'assure d'avoir une présence régulière dans le secteur. En plus de ça, on a nos patrouilles régulières qui ont une attention spéciale de demander, une augmentation de la présence policière sur la rue Sherbrooke dans le secteur. On a également l'ensemble de nos patrouilleurs, les EQSR, nos agents solos aussi qui sont sensibilisés là-dessus. Mais on a aussi également d'autres équipes. Comme je disais, on est en partenariat aussi avec la section métro. Il y a une escouade dédiée EMIC c'est un projet fait avec une équipe mixte, policiers du SPVM et agents de la STM qui patrouillent ensemble afin d'être là. Donc, ils sont aussi sensibilisés à la problématique et ils sont beaucoup plus présents dans le secteur qu'en temps normal. Comme je vous disais tantôt, on a une nouvelle équipe qui est prénommée, son acronyme ECCR, qui fait en sorte qu'on travaille de collaboration avec eux et qui vont être encore plus présents dans les semaines à venir sur le terrain pour assurer la visibilité policière, mais aussi de la sécurité. En gros, on tourne autour de ça à ce niveau-là. C'est sûr que s'il y a une urgence, il y a un danger immédiat, j'invite la population à signaler le 911 pour une urgence. Et je tiens à préciser que les urgences sont traitées par priorité d'appel. Donc, en sorte que jamais, au grand jamais, un appel très urgent va au détriment d'un appel moins urgent. Et s'il n'y a pas de policiers disponibles dans le secteur, vous savez que le SPVM, c'est l'avantage, c'est la force du SPVM. On a les policiers des autres postes limitrophes qui peuvent répondre à l'appel. On a aussi le groupe d'intervention qui peut venir en support à ce niveau-là. Donc, je tiens à rassurer les gens qu'on a les effectifs nécessaires. Et en plus, si on a un nombre minimum de véhicules du haut qui répond aux appels dans le secteur jour, soir, nuit. Et si on n'a pas les effectifs suffisants, on garde du temps supplémentaire. Donc, soyez assurés qu'il y a toujours la présence minimale dans le secteur. Je pense que ça répond à l'ensemble des deux questions. Et je crois que vous répondez à une prochaine question. M. Rémi Brisson qui dit, bon, avec l'arrivée des dealers de drogue, les gangs de rue, vols et méfaits, est-ce que vous allez mettre en place quelque chose de spécifique pour ce genre de clientèle-là? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter là-dessus? Je pense que vous avez pas mal fait le tour de cette question-là. Bien, comme je vous dis, c'est sûr que l'équipe ECCR va travailler là-dessus. On a aussi notre agent VI qui travaille spécifiquement avec des sections spécialisées. S'il y a une problématique de vente de consommation, on a les escouades spécialisées qui vont travailler aussi le dossier. Donc, c'est à peu près le seul ajout que j'ai à faire là-dessus à ce niveau-là. Mais je veux surtout quand même préciser que le problème d'itinérance, pour nous, dans notre poste, il n'est pas nouveau. Ça reste que quand même, à l'époque, il y avait au métro Langelier quand même des itinérants sur place. Et je tiens aussi à préciser que l'ensemble de nos policiers sont qualifiés, ils ont des formations, sont qualifiés pour répondre à ces problématiques-là de santé mentale. Mais en plus, on a des policiers encore plus formés pour réagir, mais l'ensemble des policiers sont formés. Maintenant, une question de Mme Marine Clément. Elle veut savoir, le PDQ 48 fait combien d'interventions il fait en moyenne au Royal Versailles hebdomadairement? Je ne sais pas si vous avez des données là-dessus, ça doit fluctuer d'une semaine à l'autre. Est-ce que vous avez des données là-dessus? Bien, écoutez, on n'a pas encore quantifié le nombre d'appels dans le secteur parce que la problématique est quand même plus récente, elle est quand même très récente. Par contre, on est quand même conscient qu'il va sûrement avoir une augmentation des appels reliés à ce type de clientèle-là dans le secteur. Pour ce qui est des statistiques au niveau criminel, jusqu'à maintenant, on peut dire que c'est comparable aux années passées. Par contre, comme je vous dis, nos actions font en sorte que ça aide aussi. On a augmenté notre présence et il y a beaucoup plus de partenariats avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le dossier. Merci beaucoup, lieutenant Saint-Pierre. Maintenant, une question, je pense, pour Serge Larreau. C'est M. Vincent Guilbeault qui la pose.
Et il nous dit, je suis propriétaire sur la rue Émile-Legrand depuis 10 ans. C'est vrai, vous avez l'intention de loger au-delà du mois d'octobre des gens qui ont un style de vie assez différent du mien et des gens de mon quartier au Royal Versailles. Pourquoi ne pas avoir consulté les gens du quartier? Et il dit aussi, j'ai acheté à l'époque pour la tranquillité du coin, j'ai eu ma dose de drogués, de putes, et en réalité, ça me rattrape, moi et ma famille. Si votre projet va de l'avant, je vous laisse votre ville qui fonctionne de façon disloquée et nous allons déménager en banlieue, loin de vos problèmes, ou plutôt de votre façon de faire à bien enfiler à vos citoyens payeurs de taxes vos problèmes de gestion. Pourquoi ne pas avoir consulté les gens du quartier avant, nous dit M. Guilbeault. Écoutez, comme je l'ai expliqué d'entrée de jeu, effectivement, on n'a pas pu consulter comme on voulait. Quand c'est l'état d'urgence, le Centre de coordination des mesures d'urgence qui regroupe les différentes instances de la santé et des services sociaux, les responsables de la santé publique, les responsables de la sécurité publique, se réunissent et prennent des décisions extrêmement rapidement pour trouver des solutions. On a hâte de revenir à la normale et de revenir à des processus de consultation. Et je comprends monsieur de trouver ça dommage que de ne pas avoir été consulté. Je rappelle qu'on est dans des mesures d'urgence et je rappelle qu'on est dans des mesures temporaires. Donc, il faut s'encourager avec ce point-là, de se dire, ben écoutez, c'est pas pour toujours. Et j'espère que monsieur va rester à Montréal parce que j'espère qu'il aime sa ville comme moi je l'aime. J'entends beaucoup, en tout cas, les questions de sécurité, les questions de malaise. Je vois des questions dans le chat, là. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder live. Beaucoup de questions autour des incivilités, des seringues sur les pelouses des personnes, dans les gens qui s'intoxiquent dans les parcs. Et on ne peut pas faire fi de ces remarques-là. Il y a quand même aussi, au-delà de l'intervention policière dont parle M. Saint-Pierre, il y a aussi des agents au niveau du refuge. Et on va regarder avec eux si on peut renforcer effectivement l'intervention et la médiation autour du refuge. Quand on parle aux personnes, quand on les aide à se comporter différemment, moi, je pense qu'on peut diminuer la tension dans les parcs, on peut diminuer le nombre de seringues. Évidemment, ce refuge-là a vu le jour il n'y a pas si longtemps, donc ce sont des problèmes à régler, à solutionner en continu. Moi, je l'entends, je vais le rapporter aux différents partenaires et on va vraiment travailler pour essayer de minimiser tout ça et de rendre la vie plus agréable aux résidents riverains autour de ce refuge-là, je vous l'assure. Merci beaucoup, Serge Larreau. Maintenant, une question de M. Sergio Joao. Je crois qu'elle s'adresse à Patricia Plante et on va aussi faire la mise en contexte de M. Joao. Il dit que la Ville de Montréal investit énormément de ressources financières et humaines en itinérance, avec raison, vu l'importance des enjeux. Force est de constater que la Ville, l'arrondissement, le maire Lessard-Blais, les conseillers municipaux, M. Caldwell, Mme Lavigne-Lalonde, le commissaire aux personnes en situation d'itinérance, M. Larreau, il vous nomme, leurs équipes et leurs partenaires ne se sont pas mobilisés pour discuter, échanger, informer avec l'ensemble des citoyens du secteur. Même la tenue de la présente rencontre semble être le fruit de la pression citoyenne. Les enjeux de cohabitation n'ont pas été importants pour l'administration publique, dit-il. Maintenant, on regarde vers l'avant. Quels moyens comptez-vous mettre de l'avant afin de maintenir le dialogue avec les résidents dans les prochains jours et semaines? Et est-ce que votre solution consistera uniquement à nous demander d'appeler 311 ou 911? Alors, Madame Plante, je vous invite à répondre à cette question-là. Oui, M. Joao, merci pour votre question. Le 311 et le 911 sont des outils, des options, mais on va vraiment faire autre chose. On va s'asseoir, on va en discuter, on va trouver des moyens et on va travailler ensemble. Comme disait M. Larreau, la décision a été prise dans un contexte d'urgence et on s'adapte. Et on s'adapte tous. Nous travaillons quotidiennement sur cette problématique. Le plan de cohabitation sociale est déjà en application. Des actions ont été réalisées et sont en cours et de nouvelles interventions seront déployées avec les organismes du milieu et des communiqués aux citoyens. Nous allons développer des outils de communication. Vous allez voir, tout sera déposé sur la page web sur montréal.ca/MHM avec une foire aux questions qui sera évolutive selon vos questions et on va maintenir un dialogue avec les résidents. La table de quartier est avec nous, les organismes communautaires aussi. Ils veulent être dans l'action, ils veulent être impliqués. Et donc, c'est vraiment, dès demain, on va se mettre en action. On va vraiment trouver différentes pistes
de solutions. Et évidemment, vous ferez partie de cette consultation. Patricia Plante, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette réponse. Une question numéro 8, M. Dave Adam. Je crois que ça va s'adresser à M. Villandré, celle-là. Concernant l'habitation des itinérants à l'Auberge Versailles, est-ce que Pierre Lessard-Blais juge qu'il a agi correctement, avec transparence, avec la population de Longue-Pointe-Louis-Riel, en communiquant clairement l'information? Il pose la question. Est-ce qu'il a ouvert un dialogue constructif avec la population de Longue-Pointe-Louis-Riel? Est-ce qu'il a assuré toute la sécurité nécessaire des résidents et des commerces du quartier? Pourquoi il aurait fallu, pour plusieurs questions qui reviennent, je vous lis le texte de M. Adam, souvent sans réponse aux adresses courriels du maire Lessard-Blais, de la conseillère Lavigne-Lalonde et de l'arrondissement. Une pétition écrite de 1100 personnes, de signatures de gens habitant dans le district Longue-Pointe-Louis-Riel, d'un conseil d'arrondissement mouvementé. Pourquoi il y a eu plusieurs reportages dans les médias, Radio-Canada, Journal de Montréal. Avant de vous décider, à un mois de la fermeture de l'hébergement, sa question est essentiellement, pourquoi avez-vous tenu une séance d'information si tardivement? Merci pour votre question, M. Adam. En fait, quand il y a eu le conseil d'arrondissement du 7 septembre, les réponses que le maire a fournies étaient en fonction des informations dont nous disposions à ce moment-là. Donc, la situation évolue très rapidement. On a besoin de loger ces personnes-là, on a besoin de trouver des solutions. Donc, c'est pour ça qu'on continue avec une prolongation temporaire de l'hébergement. Donc, ça, c'est le premier élément. Et puis, c'est pour ça qu'on tient une soirée d'information aussi. C'est suite au dépôt de la pétition, suite aux plusieurs interventions que vous avez faites, soit au conseil d'arrondissement ou auprès des élus. Donc, c'est pour ça qu'on tient cette soirée-là pour vous informer et pour vous écouter, vous entendre, puis aussi se mettre en mode solution pour pouvoir s'entraider comme communauté. Merci. Merci, M. Villandré. Maintenant, une autre question, celle-ci de M. Sébastien Guénette. M. Guénette nous demande que même si elle se porte candidate à la mairie de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Mme Laurence Lavigne-Lalonde est toujours conseillère pour le district Maisonneuve-Longue-Pointe jusqu'au 7 novembre. De son côté, Mme Alia Hassan Cournol est officiellement candidate pour représenter le district depuis le 11 juin dernier. Comment se fait-il qu'aucune des deux n'ait pris le temps dans les 3 derniers mois, ne serait-ce qu'une heure, pour venir écouter et comprendre les préoccupations et inquiétudes des citoyens dans leur district? Monsieur Villandré, je vous pose la question. Oui, donc merci aussi, M. Guénette, pour votre question. En fait, la tribune qui a été choisie, c'est la pétition et le conseil d'arrondissement. Donc, ça a été entendu. Et comme je l'ai dit précédemment par rapport à la question qui concernait M. le maire, on a organisé cette soirée-là pour pouvoir vous entendre et pouvoir canaliser vos questions et pouvoir y répondre également. Bon, je ne connais pas la candidate non plus, donc je ne veux pas parler ou je ne peux pas parler en son nom. Et puis, pour le reste, là, pour toute la question là, des suites, ben, nous, on va voir avec vous à trouver des solutions à long terme pour pouvoir résoudre les enjeux de sécurité, par exemple, de salubrité que vous nommez dans le chat et dans les questions ou dans la pétition. Eh bien, Serge Villandré, merci beaucoup de cette réponse. Et c'est toutes les questions qu'on a qui ont été posées précédemment. Et c'est bon, on a un 4 minutes supplémentaire à donner aux questions en direct. Et alors, on va procéder aux questions en direct. Encore une fois, dans les questions-réponses, on va commencer avec la première question. Et allons-y avec une question de M. Roger Prudhomme. Bon. On repose la question, gîte temporaire, on nous dit que c'est un gîte temporaire, mais nous savons déjà qu'un renouvellement a été signé jusqu'au 31 mars 2022. Encore une fois, je pense que c'est de réaffirmer quelque chose qui a déjà été dit, mais ça vaudrait peut-être la peine. Qui veut peut-être réaffirmer le message là, de la date? Où est-ce qu'on en est avec ça? Je pourrais répondre, monsieur. Vas-y, Je voudrais répondre, M. Harpin, effectivement. En fait, je vais réitérer le message que j'ai partagé tout à l'heure. Il y a effectivement une entente qui a été signée jusqu'au 31 mars 2022 avec l'organisme CARE Montréal pour l'intervention, pour l'opération pour l'intervention auprès des personnes en situation d'itinérance.
Pour ce qui est du bail, l'entente avec l'Auberge Versailles, celle-ci était précédemment signée jusqu'au 31 octobre et maintenant sera signée sur une base mensuelle le temps qu'on recherche d'autres sites. On a besoin d'autres sites pour l'ensemble de Montréal, également pour l'Est, et donc on va renouveler mensuellement jusqu'à ce qu'on puisse trouver des alternatives et d'autres sites. Merci beaucoup, Nadia Bastien. Maintenant, une question d'Isabelle Morin. Madame Morin voudrait savoir pourquoi le poste de quartier 48 a déménagé quelques semaines seulement avant l'implantation du refuge. Est-ce que c'est un problème de planification? Peut-être M. Saint-Pierre? Bonsoir. Je tiens à préciser que le déménagement du poste 48 n'a aucun lien avec l'implantation du refuge. D'ailleurs, lorsque la décision de déménager le poste de quartier a été prise par la direction, on n'était pas du tout au courant qu'il allait y avoir un refuge d'itinérants dans le secteur. Donc, aucun lien avec ce centre-là. Allô, je ne vous entends plus. M'avez-vous entendu la réponse? On n'a pas entendu. Moi, je n'ai pas entendu la fin de la réponse. Je ne sais pas si c'était la même chose pour les autres. En résumé, c'est que le déménagement du poste n'était pas en lien avec, aucunement en lien avec l'aménagement du centre, du refuge dans le secteur. D'ailleurs, la décision de la direction avait été prise bien avant l'implantation de ce centre-là dans le secteur, même avant la connaissance. On a déménagé depuis octobre 2020. La décision avait été prise à l'été 2020. Donc, le centre, on l'a appris en juin 2021 que le centre était implanté dans notre secteur. Donc, aucun lien entre le déménagement et l'implantation de ce centre. Bon, j'essaie de voir s'il y a des mains levées. Je n'en vois pas et je vais continuer avec les questions qui sont dans le QR. Une question de Margarida Silva. Aurez-vous des services d'accompagnement pour cette population si vulnérable? Pour l'instant, il n'y en a pas. Il manque d'encadrement au niveau de la sécurité de tous les itinérants et citoyens du quartier. Il manque d'encadrement pour contrer la violence, les vols, le trafic, la drogue, la prostitution, tous augmentés depuis que ces itinérants-là ont été déplacés du centre-ville à l'Auberge Versailles. Les policiers du poste 48 sont aidants, mais semble-t-il insuffisants pour l'instant. Est-ce que vous allez ajouter des ressources pour pouvoir travailler mieux dans le quartier? Est-ce que c'est dans les cartons? Ce que je vous dis, la façon de procéder au SPVM, c'est que c'est un travail de partenariat. On a des effectifs dédiés au secteur du PDQ 48 et quand il y a une problématique plus spécifique, ben c'est justement là l'avantage du SPVM, c'est qu'on va aller chercher nos partenaires à l'interne, mais aussi à l'externe, mais nos partenaires à l'interne, comme je mentionnais tantôt, section métro, EMIC, CCR, intervention, on a plusieurs possibilités d'aller chercher des effectifs supplémentaires pour une problématique spontanée à ce niveau-là. C'est la façon de réagir qu'on a, c'est déjà prévu dans nos plans de réponse. Merci beaucoup, M. Saint-Pierre. On va aller aux questions et on va permettre à Julie Gauthier, je ne sais pas si vous êtes là, on va vous permettre de poser votre question de vive voix. Madame Gauthier, allez-y. Oui, bonsoir. En fait, moi, j'avais une question peut-être plus pour Madame Plante. La question, c'est qu'on constate qu'il n'y a pas nécessairement d'action prise en ce moment pour nettoyer les endroits publics. Je m'explique. Nous, on n'habite pas très loin des buttes qui sont juste à l'avant du poste d'Hydro-Québec. Et c'est nous, les citoyens, pour protéger nos enfants, qui doivent aller passer, aller ramasser, comme aujourd'hui. Les gens vont se cacher dans les buissons, boivent leur alcool, prennent leur drogue, et c'est nous qui ramassons ces choses-là pour pas que nos enfants tombent là-dessus. Donc, j'aimerais voir parce que moi, je suis en télétravail et je ne vois personne venir nettoyer notre environnement. Merci, Mme Gauthier, pour votre question. Écoutez, ce que je peux dire simplement, c'est qu'on prend très au sérieux votre commentaire, puis on va s'assurer que la situation va se régler le plus rapidement possible. Donc voilà, puis on va en parler aux organismes aussi. On a des travailleurs de rue qui sont sur place. On va s'assurer de faire une vigie, de faire une veille avec les organismes partenaires là, pour vraiment régler la problématique. En effet, c'est très préoccupant.
c'est très préoccupant, surtout l'hiver qui arrive. Les vitres, c'est cassant et nos enfants viennent glisser. Donc, c'est certain qu'en prévention, on aimerait beaucoup qu'il y ait beaucoup plus d'actions prises concrètement. Et juste pour vous dire, on s'est levé un matin, il y avait une tente d'installer. Donc, c'est préoccupant pour nous qui vivons vraiment cette situation-là. Donc, on aimerait vraiment qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises. Parfait. Oui, on s'engage à les faire. Merci. J'ajouterais également pour votre bénéfice, Mme Gauthier, que nous avons demandé à nos équipes des travaux publics qui s'occupent de la propreté là, des lieux publics, parcs et rues, pistes cyclables et tout ça, d'assurer une plus grande présence et d'assurer pour intervenir rapidement en termes de propreté. Puis s'ils voient des choses là, qui dérogent là, à ces situations-là, des rapporter pour qu'on puisse agir. Donc, on est en communication constante avec les organismes qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance. Donc, nos employés vont communiquer avec eux, mais aussi leur premier rôle, c'est d'intervenir pour assurer la propreté des lieux publics. C'est ce qu'ils font et avec plus de présence dans les prochains jours, prochaines semaines. Exactement, parce que je vous dirais peut-être de leur mentionner en fait que les gens viennent se cacher dans les buissons, dans les arbres, dans les pins. Donc, ce n'est pas juste à la vue, hein. Il faut prendre le temps que les employés puissent rentrer à l'intérieur de ces environnements-là, puis d'aller bien nettoyer. C'est peut-être quelque chose à leur mentionner. Merci beaucoup, on va le faire. Merci beaucoup pour votre question, Mme Gauthier. Maintenant, j'inviterai Dave Adam à poser sa question. Juste un instant, je vais vous allumer votre micro. Oups, non. Un instant. Monsieur Adam, allez-y. Je crois que votre micro est ouvert. Oui, allez-y. Oui, ma question est pour Serge Villandré. Cette semaine, il y a une discussion que vous avez tenue avec Patricia Plante qui a fuité. Et je vous cite, j'ai un citoyen qui dit avoir retrouvé de seringues sur sa pelouse. Patricia Plante a répondu, on va leur présenter les différents organismes qui peuvent intervenir. Et vous avez répondu, on peut se faire poursuivre. Est-ce que vous pouvez élaborer sur votre citation, on peut se faire poursuivre? En fait, oui, on a eu une rencontre préparatoire pour ce soir. En fait, quand il arrive des situations où il peut y avoir des personnes qui se piquent avec une seringue ou avec un objet pointu qui traîne sur la place publique, effectivement, là, donc, il y a des mesures à prendre afin de protéger la santé des personnes. Donc, c'est-à-dire que dès que ça arrive, les personnes doivent se rendre dans un centre hospitalier là, pour pouvoir obtenir des soins d'urgence. En termes de poursuite, c'est sûr que n'importe quel citoyen qui arrive à un événement sur le domaine public peut se prévaloir de ses droits de citoyen, donc peut poursuivre. Donc, j'ai trébuché sur le trottoir ou je suis tombé en raison d'un nid de poule, ou bien je me suis piqué avec une seringue, ou bien, bon, je me suis coupé avec un tesson de bouteille qui traînait. Donc, oui, effectivement, les personnes peuvent faire ça, c'est leur droit. Ça, nous, on n'a pas à infirmer ou confirmer ce que les gens peuvent faire dans cet esprit-là. On ne veut pas se rendre là. Hein? On va se dire ça, là. On ne veut pas se rendre là. C'est pour ça qu'on a des organismes qui travaillent sur le terrain, qui sont spécialisés là-dedans. Je pense à Dopamine. Ils sont habitués, ils travaillent avec des gens qui consomment, donc ils peuvent intervenir rapidement. Puis ce qu'on incite les gens, c'est que si vous voyez, trouvez une seringue, ramassez-la pas, dites-le nous, communiquez avec nous. On va envoyer des gens qui sont capables de cueillir, de les prendre sans se blesser, puis sans que personne du public se blesse non plus. Donc, c'est ça qui est le message finalement, c'est de dire, laissez-le là, puis nous, on va s'en occuper. Si je comprends bien, vous admettez qu'il y a eu du laxisme au niveau de la sécurité du quartier et vous avez une réelle peur d'avoir des poursuites des citoyens. C'est ça que je comprends bien. Je n'ai pas admis ce que vous affirmez, là. Donc, je pense qu'on est présent à tout bout de champ. Moi, je dois vous dire, là, personnellement, là, je vais marcher dans le quartier régulièrement. C'est à côté de mon bureau. Puis, je constate que, je pense que Mme Gauthier, tantôt, mentionnait que les citoyens font du ménage. Et bravo et merci. Nous aussi, on contribue à ça. Les organismes qui sont présents également contribuent. D'entrée de jeu, tantôt, je l'ai mentionné, plusieurs des intervenants l'ont dit,
c'est une situation qui est un enjeu de société, puis c'est collectivement qu'on va trouver des solutions. Donc, je ne me sens pas menacé, je ne sens pas qu'on est menacé comme ville. Au contraire, je trouve qu'on a une belle opportunité pour trouver des solutions collectives à un enjeu qui est collectif puis qui fait appel à notre solidarité. Donc, je ne vois pas, comme je vous dis tantôt, c'est sûr que si un citoyen veut se prévaloir de ses droits puis d'entamer des poursuites, bien, c'est son choix, c'est son droit. Mais on ne se sent pas menacé par rapport à ça. L'extrait qui est publié, c'est un extrait. Il faut juste faire attention aussi, là, puis je ne veux pas sortir la citation fameuse de dire que c'est cité hors contexte, mais c'était une rencontre préparatoire dans laquelle on se préparait pour organiser la rencontre de ce soir. Donc, voilà, je ne sais pas quoi rajouter à ça, je pense que c'est assez clair. Merci. Monsieur Adam, merci beaucoup pour votre question. Maintenant, je vais aller à une question de Jean-Sébastien Guénette qui nous dit « On nous dit depuis le début que plusieurs intervenants sont mis à contribution. Je demeure sur la rue Beauclerc où le nombre de méfaits depuis 3 mois se compte par dizaines. Je n'ai vu aucun des intervenants que vous venez de nommer, pratiquement aucune patrouille policière. Le mandat des intervenants mentionnés est-il limité à ce qui se passe sur le terrain du Royal Versailles? » Qui veut prendre cette question-là? Peut-être. Je peux y aller, M. Harpin. Je peux y aller, M. Harpin. Bien, en fait, pour les organismes communautaires, là, on a Care Montréal qui sont plus ciblés au Royal Versailles, mais on a l'organisme PAC de rue avec les travailleurs de rue qui sillonnent tout le quartier Mercier-Ouest, qui sont présents dans le quartier depuis plusieurs années. Donc, on a 2 travailleurs de rue. On a aussi l'équipe Tandem qui ont un rôle de sensibilisation, d'éducation auprès des auprès des citoyens. Ils peuvent donner des formations. Écoutez, on va vous mettre en lien avec eux. Vous allez voir sur la page de l'arrondissement. Puis je vois aussi là, dans le clavardage, là, certains disent on ne les a pas vus. Bon, certains veulent ou non des formations et tout ça, mais on va vraiment s'assurer que vous ayez accès à l'ensemble des informations et la table de quartier Mercier-Ouest Quartier en Santé va travailler avec nous pour créer un contact puis vous donner la bonne information. Donc, si vous avez une problématique comme par exemple de bris de mobilier, de vandalisme, de concertation, tout ce qui touche l'hébergement, l'itinérance, le matériel d'injection jeté en lieu public ou privé, donc on va pouvoir là, vous donner les différentes ressources. Merci beaucoup, Patricia Plante, et merci pour votre question. Monsieur Prudhomme, qui pose une question dans le chat, qui dit « Lisez-vous la section discussion ?» Je voudrais juste réaffirmer que oui, on la lit, la section discussion, et c'est important ce qui se dit là, autant qu'ailleurs. Alors, allons-y avec une autre question. On va y aller avec une question vocale. Monsieur Tahar Fedag, la parole est à vous. Quelle est votre question? Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis un résident du quartier depuis 14 ans maintenant. J'ai beaucoup de respect pour tous les intervenants, mais je pense sérieusement qu'ils sont tous, sans exception, déconnectés de la réalité. Je m'explique. Je pense, je ne sais pas où est-ce que vous vivez, mais je ne pense pas que la majorité des gens qui ont parlé vivent dans le quartier. Parce que les changements, ils sont là. Les enfants ont peur, les familles ont peur. Nos habitudes ont drastiquement changé. Nous qui avons l'habitude de faire des petites tournées après le souper, ainsi de suite, on n'en voit plus ça. Des enfants ont peur de sortir. Donc, de grâce, là, je ne vois pas de solution concrète que ce que vous nous proposez présentement, là. Donc, on veut des solutions, mais ce que vous nous proposez, je m'excuse de le dire, mais c'est juste du blabla pour le moment, là. Merci. Merci, monsieur Fedag. Merci. Christian Marcotte, si vous avez une question, c'est le moment de la poser. Monsieur Marcotte? Vous m'entendez bien? Oui. Allez-y, la parole est à vous. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Marcotte? Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Ça fait 19 ans que j'habite dans le quartier ici. J'ai déménagé il y a 1 an et demi au centre-ville et puis j'ai vécu l'ouverture du refuge de la place du Puy. J'ai vécu exactement la même soirée d'information en novembre 2020. Les mêmes concerns des citoyens, les mêmes
parole des organismes autour. J'ai vécu la suite aussi. J'ai vécu les reports des dates de fermeture du refuge. J'ai vécu les seringues, les gens en crise, les enfants qui ne peuvent plus aller au métro. Je peux vous dire, c'est l'histoire qui se répète actuellement, là. Je suis déçu d'être revenu dans le quartier parce que j'étais plus capable d'être au centre-ville. Vous pouvez trouver d'ailleurs le compte-rendu, vous l'avez sur le site web de la Ville, sur les plans d'action d'itinérance pour la région de Ville-Marie l'an dernier. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Donc, est-ce qu'il y a des leçons qui ont été tirées de ça? Et comment on fait pour ne pas répéter les mêmes erreurs? C'est triste de voir qu'on fait les mêmes erreurs, on a les mêmes rencontres avec les mêmes bonnes paroles, mais très peu d'actions concrètes. Au final, je peux vous le dire, je peux vous projeter 1 an plus tard, c'est l'enfer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas répéter ces erreurs-là et prendre au sérieux ce que les citoyens disent ce soir? J'ai envie de diriger la question à M. Larreau ou à Mme Plante, mais Serge Larreau, êtes-vous à l'aise de répondre à cette question-là? Je vais en faire un bout et Mme Patricia Plante pourra continuer. M. Marcotte, j'habite juste à côté de l'hôtel du Puy. Donc, j'ai connu, comme vous, effectivement, l'émergence d'un très gros refuge. À l'hôtel du Puy, on parlait de jusqu'à 380 personnes dans le plus fort de la crise. Oui, il y a eu plus de personnes, effectivement, en situation d'itinérance autour de l'hôtel. De toute façon, c'était déjà un quartier extrêmement fréquenté. Il y a des désagréments, j'en conviens. Il y a de la peur aussi, ce que j'entends beaucoup. Il faut quand même comprendre, puis il y a des statistiques là-dessus, je veux dire, les agressions, les actes violents posés par les personnes en situation d'itinérance ne sont pas nécessairement légion non plus. Il y a des incivilités graves. Il y a parfois même auprès de la part de certaines personnes, particulièrement avec des troubles de santé mentale, des gestes qui peuvent être violents. Et ça, l'ensemble des acteurs et la police travaillent là-dessus. Donc, j'avoue que je suis déçu pour vous qu'effectivement, si vous avez vécu l'hôtel du Puy, je comprends aussi ce que vous pouvez ressentir aujourd'hui. C'est certain, je le répète, je l'ai expliqué tantôt, c'est pas nécessairement qu'on répète un scénario. Depuis 18 mois, on est dans une pandémie et une crise sociale grave. C'est certain, j'ai vu dans le chat, il y a des gens qui ont proposé des choses extrêmement intéressantes de dire, est-ce qu'on pourrait pas plutôt faire des sites de 25 personnes plutôt que de faire des sites de 150 ou même plus? Est-ce qu'il y aurait moyen de faire des sites d'injection supervisés dans ces refuges-là plutôt que les gens soient à l'extérieur? Je voudrais répondre à cette question-là que j'ai vue dans le chat parce que je la trouve très pertinente. C'est une loi fédérale qui empêche de faire des sites d'injection supervisés comme on voudrait, mais c'est quelque chose qui se discute depuis le début de la pandémie. Et si effectivement, au niveau fédéral, on était capable de changer des choses, je pense qu'on pourrait changer énormément le portrait. Pour le citoyen ordinaire, pour vous, pour moi, c'est long. Mon Dieu, ça fait des années qu'on parle de ces problèmes-là. L'itinérance est en augmentation. C'est difficile à vivre pour tout le monde. Puis si c'était juste le cas de Montréal, je dirais, ben écoutez, là, qu'est-ce qui se passe à Montréal? Mais malheureusement, c'est le cas des grandes villes au Canada. C'est un chantier qu'il faut continuer à ouvrir. Le gouvernement du Québec va lancer au mois d'octobre, à l'automne, un nouveau plan interministériel qu'on souhaite vigoureux parce que l'itinérance était grave avant. Il y avait des problèmes, comme vous les nommez, M. Marcotte, puis il va y en avoir encore. Donc, on souhaite que le gouvernement, lors du lancement de son prochain plan d'itinérance, y apporte des solutions et des capacités et des leviers d'agir pour pouvoir offrir ces ressources-là et améliorer ces façons de faire-là pour qu'effectivement, un refuge ne soit plus perçu comme un problème, mais comme une partie de la solution. C'est pas parfait, l'auberge Versailles. Il y a beaucoup de monde, on en est conscient, on essaie de travailler. Comme je vous dis, ce qui m'encourage, c'est que c'est même dans une vision temporaire. Mais cela dit, il y a d'autres refuges à Montréal, dans d'autres quartiers, puis on doit les adresser. On travaille là-dessus, on fait de notre mieux et on vous assure que j'espère que prochainement, les choses vont se résorber. En fait, M. Larreau, je vous invite, je prendrai le temps à l'extérieur si vous voulez. On discutera de ce qui était la suite de la place du Puy. Puis, je suis très ouvert. Je pense que les citoyens autour de la table ce soir sont très ouverts à trouver des solutions. Par contre,
je pense que la prise au sérieux doit être beaucoup plus grande que ce qu'on voit parce que l'histoire se répète. Vous étiez là l'an dernier, M. Larreau, vous nous avez demandé aux résidents à ce moment-là d'être patients, d'être tolérants, d'être empathiques. On l'a été. Là, je pense qu'on l'a vécu. Il y a des leçons à tirer de ça et je pense que les citoyens doivent faire partie de la solution. Puis on pourra avoir la chance peut-être d'en discuter dans les 2 prochaines rencontres. Mais la rencontre de ce soir, je pense que pour moi, ça se veut être une première étape, mais ça ne peut pas rester à ce niveau-là. Puis je peux en témoigner, j'ai vécu la suite au centre-ville. Je pense que faut que ça soit juste la première étape d'une discussion qui doit se poursuivre dès demain. Bien d'accord avec vous. Je vous invite à me contacter sans problème pour en discuter. Ça va me faire plaisir. Merci. Merci. Merci, M. Marcotte, pour votre question. Je vais céder la parole à quelqu'un qui s'appelle Christian. On n'a pas de nom de famille, mais Christian, avez-vous une question? Oups. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour, je vais juste faire un commentaire en entrée de jeu. On nous explique qu'on doit apprendre à vivre dans une meilleure cohabitation. J'ai déjà eu des colocataires dans ma vie, puis avant d'avoir des colocataires, j'ai eu au moins l'option de les sélectionner. Là, on me les a imposés au nom de mesures d'urgence. À ce que je sache, la pandémie a commencé en mars 2020 et le refuge du Royal Versailles a pris son envol cet été 2021. Et les mesures d'urgence à Montréal sont levées. Moi, j'habite dans le quartier depuis 15 ans. Je paie mes taxes. J'entends beaucoup le droit des itinérants. Leurs droits, là, ils sont en situation, c'est très difficile pour eux. Je suis le premier à compatir. Je suis responsable de la campagne de charité en milieu de travail de mon ministère. On fournit des ressources à eux à chaque année. Mais dire que mon quartier s'est gentrifié, ça j'adresse ça à M. de Care, le quartier a été bâti en 2004-2005. On n'a pas gentrifié, on n'a pas écarté les pauvres. On paye nos taxes depuis 15 ans. On avait un quartier sécuritaire. Que des enfants soient exposés à des gens qui se droguent, qui sont violents, ça ne fonctionne pas. On nous impose ces mesures-là. Puis moi, la chose qui me dérange beaucoup, puis je vais vous poser ma question, c'est toutes ces mesures qui sont mises en place. Combien ça coûte aux citoyens? Combien ça nous coûte en coûts supplémentaires au niveau des organismes communautaires? Combien ça nous coûte au niveau des organismes policiers? Et avec tout le respect que j'ai pour les services policiers, je travaille régulièrement avec eux. Malheureusement, votre présence n'est pas vue sur le terrain. Ce que je vois, moi, le matin, je prends le métro, le premier train du matin pour me rendre au centre-ville pour travailler jusqu'à 4 heures à tous les jours, pour pouvoir payer mes taxes au sein de cette ville. Et vos policiers, je ne les vois pas. C'est ce que je vais vous dire. Je les ai vus intervenir une fois en 2 mois, mais par ce moment-là, je vois des gens qui se droguent, je vois des gens qui urinent, je vois des gens qui font un bordel incroyable à côté du métro. Une chance qu'on a de la construction, ça les a écartés. Alors, vos réponses de politiciens ce soir, très agréables, on s'y attendait. Me faire dire que le refuge temporaire, on a une solution, c'est signé au mois. Dites-nous la vérité. Si c'est temporaire jusqu'en mars 2022, on veut le savoir. On ne veut pas se faire croire des histoires que c'est une chose qui va être reportée à tous les mois. Je vous remercie de votre attention. J'en peux plus. Merci. Merci, Christian. Merci pour votre question. Une question assez simple. Pourquoi le CIUS Centre-Sud a choisi, ça nous vient de Farida Ziane, pourquoi le CIUS de Centre-Sud a choisi un site à l'est au lieu de les prendre dans son propre territoire? Voilà la question de Farida Ziane. Oui. Oui, Mme Pelletier du... Oui, bonjour. Donc, en fait, comme le disait Mme Bastien un petit peu plus tôt, donc, il y a eu, ou M. Larreau, pardon, donc, il y a eu la fermeture du centre Pierre Charbonneau qui a dû se faire de façon à pouvoir répondre à d'autres besoins, donc, qui a été remis à la communauté, comme il le précisait, ce qui fait qu'il a fallu l'ensemble des partenaires ensemble trouver très rapidement un autre site, d'où le site Auberge Versailles. Comme ça a été bien mentionné, c'est un site qui se veut temporaire, qui va être renouvelé de façon mensuelle, bien qu'avec Care, on veuille maintenir des activités cliniques pour s'assurer justement de continuer à répondre aux besoins. Donc, mais effectivement, c'est suite à la fermeture du centre Pierre Charbonneau.
Et Mme Pelletier, je vous demanderai juste de spécifier votre titre et votre organisme. Là. Vous êtes CIUS? Oui, du CIUS Centre-Sud, effectivement. Okay. Donc, coordonnatrice au CIUS Centre-Sud et en soutien à l'équipe qui travaille là de près avec bon nombre d'interlocuteurs que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc, on a dû, comme le dit M. Laroux, déménager très rapidement, du centre Pierre Charbonneau et trouver un autre milieu. Et en attendant qu'on cherche pour trouver un autre site, on maintient de façon mensuelle, donc, Versailles. Madame Pelletier, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on va maintenant donner la parole à Rémi Bisson, qui a une question. Juste un instant, je vais allumer votre micro. Monsieur Bisson, la parole est à vous. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, en fait, on parle ici beaucoup de choses à faire en réaction, aux méfaits, aux problèmes qu'on peut trouver. Vous semblez mettre beaucoup de responsabilités sur les résidents. Bon, c'est correct qu'on peut jouer un peu notre part, mais on parle pas beaucoup, me semble, d'actions de prévention, d'élimination des situations à la source, d'endroits où consommer, de zones de chaleur en prévision de l'hiver. Dans notre quartier, sur Anne Hébert, sur Trianon, Marseille, il y a beaucoup d'immeubles avec des allées de garage sous les terrasses. C'est un endroit qui est relativement insécuritaire. Et moi, j'ai très peur. Avec mes enfants, j'ai très, très peur maintenant même de sortir de chez nous. Parce que ça se peut, je peux peut-être tomber sur quelqu'un de drogué, sur quelqu'un qui est plus en position de ses moyens, le matin, genre quand je vais à l'école avec mes enfants. C'est ça notre réalité. C'est ça. Avez-vous une question précise, M. Bisson? Ben, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire pour ces situations-là. C'est pas à moi, là, à chaque fois, d'être en train de m'assurer de la sécurité de ma famille. Quoi, je vais pouvoir mettre des barbelés partout autour de ma maison. J'aimerais savoir qu'est-ce qui va être fait concrètement pour éviter que les itinérants viennent sur nos terrains privés et nous mettent en danger. Et je ne parle pas de tous les itinérants, j'ai beaucoup de respect pour les itinérants aussi. Je comprends leur sécurité, leur situation, mais il y a des personnes qui sont intoxiquées et ces personnes-là nous font énormément peur. J'ai aussi, je travaille près de la place Amélie-Gamelin. Je sais très bien, j'ai été courant, j'ai vu des gens morts d'overdose. C'est rendu chez nous. C'est ça. Quand je vais au travail, c'est correct, là. Mais là, c'est rendu chez nous. C'est la détresse. Je comprends que ces gens-là sont en détresse, mais nous aussi, on est en détresse. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire concrètement. Qui veut répondre à la question? Avec eux, mais avec des partenaires. Ben, je peux en profiter pour répondre au niveau sécurité. D'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à M. Christian un peu plus tôt là, qui posait certaines questions. Première des choses, j'avais aussi vu une question qui demandait les heures exactes de présence. Je tiens à préciser, les heures de présence qui sont entendues, c'est que les policiers du 48 qui sont affectés à l'unité métro sont en présence dans les heures paires et les agents de la STM sont en présence dans les heures impaires. Mais en plus, nos patrouilleurs du quartier, eux, sont en présence sur des heures aléatoires. Il y a des demandes d'attention spéciale, d'être beaucoup plus présents dans le secteur et ils passent. Ce que je tiens aussi à préciser, c'est que les policiers du métro ne sont pas en véhicule, ils sont à pied, ils sont à l'intérieur des rames de métro, ils se déplacent à pied. Donc, il est possible que c'est pas parce que vous voyez pas de véhicule qu'il n'y a pas de policiers sur les lieux. La même affaire avec les policiers de CCR, c'est des policiers qui sont à pied, qui se déplacent, donc il est fort probable que vous ne voyez pas de véhicule sur les lieux à ce moment-là. Au niveau des actions prises pour protéger les secteurs, ben, naturellement, l'augmentation des patrouilles, nos patrouilleurs sont plus sensibilisés à ça. J'invite aussi les citoyens du secteur à, lorsqu'ils constatent une problématique, un itinérant qui est intoxiqué sur leur terrain, de contacter le service de police. On va y aller.
on va gérer la situation au cas par cas des événements qu'il va y avoir sur les lieux. Et aussi, il faut faire attention de ne pas tout stigmatiser en lien avec le 7200. On tient quand même à préciser que des événements criminels, il y en avait aussi avant. Ça ne veut pas dire que les vols de véhicules, les vols de catalyseurs, ainsi de suite, c'est des événements qui avaient lieu bien avant l'instauration du refuge, qui sont déjà pris en charge par des sections, par nos patrouilleurs aussi. Mais oui, on est conscient qu'il y a un enjeu de sécurité publique au niveau de l'itinérance, surtout des personnes qui sont au moment en crise intoxiquées. Mais grosso modo, on n'a pas non plus d'événements significatifs qui démontrent de l'agression envers les résidents, malgré que oui, on le sait que certains itinérants vont parler fort, c'est souvent la crainte, la méconnaissance de ce genre d'individus-là, du comportement. Mais ne faites-vous-en pas, nos policiers sont spécialisés là-dedans, sont habitués de faire affaire avec ces individus-là. Fait que j'invite nos citoyens à ne pas gêner de faire le 911 s'il y a quelqu'un, un itinérant dans leur rue, pas dans leur rue, mais dans leur terrain qui les dérange. Gênez-vous pas d'appeler et ça va nous faire plaisir de répondre à l'appel. J'espère que j'ai répondu à l'ensemble des... Oui, ben, oui, je pense que c'est bien. Puis tant mieux là, si la police vient, en espérant qu'ils viennent assez rapidement. Mais ce que j'aimerais aussi entendre, c'est des actions de prévention. On est beaucoup en réaction ici dans tout ce qu'on nous a présenté. J'ai pas beaucoup entendu d'actions de prévention, d'actions je parle pas au niveau de la police, je comprends, mais au niveau de l'organisation du refuge. Si les personnes sortent du refuge, parce que je comprends qu'ils ne peuvent pas consommer sur place, il faut qu'ils aillent acheter leur drogue quelque part, il faut que quelqu'un leur donne la drogue, leur vende la drogue, ils ne vont pas leur donner, ils vont leur vendre. C'est tout ça, c'est tout cet écosystème-là autour de la situation. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'actions de prévention. Peut-être qu'il y en a, mais sur papier, ou peut-être qu'il y en a, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Merci, M. Bisson. On a encore beaucoup de gens. Je peux juste allez-y. Oui. Aller en complément de réponse pour rassurer monsieur. Je peux vous assurer que oui, il y a des actions en prévention. C'est d'ailleurs, d'entrée de jeu, je l'avais dit, nos agents socio-communautaires, c'est leur travail de travailler en prévention, en collaboration avec les organismes du milieu, mais aussi avec nos partenaires internes, on a des sections spécialisées là-dessus pour travailler en prévention. Comme je disais, on a EMIC qui travaille en prévention aussi et on a l'escouade ECCR qui va travailler en prévention également. Donc, si ça peut vous rassurer, on ne fait pas juste que du répressif, mais le rôle de la police, c'est aussi de travailler la prévention à ce niveau-là. C'est tout. Merci beaucoup, M. Bisson, pour votre question. Maintenant, Mme Peggy Garel, si vous êtes là, c'est le moment de poser votre question. Mme Garel, la parole est à vous. Est-ce que vous êtes là, Mme Garel? Peggy Garel qui avait la main levée. Oui, je suis là, vous m'entendez? Ah oui, oui. Parfait, excusez-moi. Bonjour à tous. Donc évidemment, moi aussi, j'habite le quartier, donc je ne suis pas très loin de l'auberge Versailles. Donc évidemment, on entend que vous voulez bien nous écouter pour essayer de trouver des solutions à mettre en place. Moi, ce que je comprends, c'est que les solutions, on ne nous en a pas beaucoup proposé depuis le début. On ne sait pas vraiment c'est quoi les actions concrètes. Au-delà de ça, on dit effectivement que vous voulez entendre les résidents, mais vous avez du mal a priori à répondre à certaines questions, notamment un monsieur qui a intervenu tout à l'heure, on ne lui a gentiment pas répondu. Donc moi, j'espère qu'on va répondre à ma question qui est toute simple. Dans l'auberge Place de Versailles, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme service pour encadrer justement? Est-ce qu'il y a des psychologues, vraiment des services un peu médicaux? Parce que les itinérants en eux-mêmes, moi je viens du sud de la France et les itinérants, on en a toujours connu.
Et un itinérant, pour nous, c'est quelqu'un qui est sans domicile fixe, d'accord. Donc, c'est pas eux qui nous font peur. Nous, c'est les gens intoxiqués, vraiment qui peuvent t'insulter. Moi, j'ai appris à mon fils à baisser les yeux pour pas confronter s'il y a un itinérant qui est en crise, etc. Donc, on parle beaucoup itinérants, mais le gros problème, c'est les gens qui sont intoxiqués. C'est eux qui se rendent même pas compte de l'endroit dans lequel ils vivent. Tu sais même pas ce qu'ils voient, etc. Donc, moi, la question, c'est est-ce qu'il y a des services vraiment pour aider ces gens-là à l'intérieur de l'auberge, vraiment un encadrement pour éviter de les lâcher en pleine nature. Et ce que je comprends en plus, c'est que l'auberge est ouverte toute la journée. Donc, ils devraient être encadrés, ces gens-là, pour essayer de limiter les dangers à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question-là? Écoutez, Serge Larault, je vais vous donner quelques éléments de réponse et certainement des éléments d'information qui pourront vous être communiqués plus en détail. Il y a aussi des gens du réseau de la santé ce soir, donc s'il y a des gens qui veulent s'exprimer. On est dans une mesure temporaire, donc c'est sûr que ce n'est pas toutes les mesures qu'on retrouve dans un refuge régulier qui existe depuis des années. Je pense à des refuges comme la Oldbury Mission où il y a des psychiatres qui vont sur place. Ce n'est évidemment pas dans le cadre d'une mesure temporaire de quelques mois que tous ces services-là sont intégrés. Cependant, à Care Montréal, qui est un organisme qui, depuis plusieurs années, a fait ses preuves, il y a toute une équipe d'intervenants qui aident les personnes. Évidemment, en situation de crise, en situation de pandémie, il n'y a pas des thérapies pour chacune de ces personnes, mais il y a vraiment des intervenants qui sont là pour ça. Il y a des liens aussi qui sont faits avec le placement en logement. C'est-à-dire que, encore une fois, on parle de tout à l'heure comme si ces 120 personnes-là étaient toutes des personnes atteintes de maladies mentales et des toxicomanes. Je vous conseille qu'il y en a certainement un très fort pourcentage, mais il y a aussi des gens qui sont momentanément en situation de crise et ces personnes-là, on essaie de les mettre en lien avec le continuum d'hébergement-logement. Donc, Care Montréal travaille avec 6 autres grands refuges de Montréal pour faire du placement. Donc, oui, il y a du travail qui est fait, mais oui, effectivement, il y a aussi des personnes toxicomanes en crise pour lesquelles il n'y a pas nécessairement beaucoup de choses à faire en ce moment, sinon que de les accompagner, de les aider à diminuer leurs incivilités reliées à leurs habitudes de consommation. Et je pense que l'équipe de Care Montréal fait beaucoup de travail en ce sens-là. Il y a aussi des intervenants qui font le tour. Vous ne les voyez peut-être pas, ils ne sont pas affichés, ils n'ont pas de dossard, mais il y a aussi des intervenants qui travaillent sur les environs de l'organisme. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on pourrait en mettre plus? On va regarder si c'est faisable. Comme je vous dis, on est toujours dans un horizon. Mme Bastien vous l'a dit. On espère fermer ce refuge-là pour aller trouver des lieux encore plus adaptés. C'est pas pour toujours, mais pour les semaines et les mois prochains, si on peut améliorer des choses pour favoriser les incivilités et réduire le sentiment de peur. J'entends beaucoup de peur depuis tantôt, puis c'est normal parce que si une fois dans sa vie, on a croisé une personne en crise puis qu'elle nous a fait peur, c'est normal. Mais on doit aussi parfois essayer de surmonter cette peur-là. Est-ce qu'on est face à une personne dangereuse? Est-ce qu'on se sent vraiment intimidé? Pour toutes les personnes qui ont eu des gens sur leur terrain privé, qui ont eu des seringues, je comprends qu'il faut agir. Et M. Saint-Pierre vous a parlé des efforts qui sont faits en ce sens-là. Fait que c'est un travail en continu et je pense que moi, je donne toujours ma confiance à Care Montréal. Ils travaillent très fort, ils n'ont peut-être pas encore tous les moyens pour aller plus loin, mais je suis certain qu'au sortir de cette soirée-là, tout ce qui a été dit va être noté et on va vraiment regarder un par un qu'est-ce qui peut être fait pour diminuer les irritants, les inconvénients et la peur. Merci. Patricia, vous aviez quelque chose à ajouter? Oui, je vais juste baisser ma main. En fait, j'avais un complément d'information. À l'Auberge Versailles, Care fait de l'intervention clinique et aussi un soutien psychologique avec les équipes proxy du CIUS de l'Est. Donc, il y a Josée Lafrenière, qui est organisatrice communautaire, qui fait un travail extraordinaire avec son équipe, et l'organisme L'Anonyme est là une fois par semaine avec leur site mobile d'injection supervisée. Donc, les organismes, encore une fois, sont présents pour soutenir l'organisme Care.
Monsieur Harpin, si vous me permettez, là, Jonathan Brière, directeur santé mentale, dépendance itinérante, CIUS de l'Est. Oui, allez-y. Effectivement, là, je renchéris sur ce que Mme Plante disait. On a une organisatrice communautaire qui est présente sur place, d'autres aussi qui collaborent à plusieurs travaux, soutien clinique. On a aussi des équipes cliniques qui peuvent offrir des services à la clientèle. Je veux quand même rappeler aussi que l'itinérance, ce n'est pas un problème de santé à la base, mais vraiment un problème d'accès au logement, de précarité sociale. On a des citoyens, évidemment, qui sont pris avec cette précarité-là, qui peuvent avoir besoin de services de santé. Puis nous, on est là, on est présent, on va offrir les services de santé. Ils ont le droit de les refuser, mais c'est sûr que ceux qui ont besoin de soins, que ce soit des soins en santé mentale, en santé physique, c'est certain qu'on donne les soins, puis on a des équipes qui sont présentes pour soutenir l'organisme communautaire qui est CARE, qui gère le site. Là. Merci. Merci, M. Brière. Et M. Brière, vous êtes du CIUS de l'Est de l'île de Montréal. De l'Est de l'île de Montréal. Merci, M. Brière, de la précision. Merci pour votre question, Mme Garel. On va aller à des questions. On a beaucoup de questions. On a une quarantaine de questions. On ne pourra pas passer à travers de tout ça. Il y a beaucoup de redondances. Alors, je vais me permettre d'aller aux questions qui apportent des nouvelles questions, des questions qui n'ont pas déjà été, à laquelle on n'a pas encore eu de réponse. Est-ce que M. Saint-Pierre peut nous spécifier le nombre d'effectifs supplémentaires qu'il a à cette disposition depuis le mois de juillet? Bref, est-ce que ça a changé ou pas? C'est une question qui nous vient de M. Jean-Sébastien Guénette, M. Saint-Pierre. Bonsoir. Au niveau du poste 48, il n'y a pas d'effectifs supplémentaires de prévu pour la problématique d'itinérance au refuge. Par contre, notre plan de travail, quand on a des situations comme ça, c'est de travailler avec des sections spécialisées à l'intérieur même du SPVM. On a des équipes, comme j'ai mentionné déjà précédemment, des équipes qui peuvent venir nous supporter. On a nos effectifs réguliers qui sont prévus dans le secteur qui patrouille et on va aller dans une situation particulière, dans un moment comme ça, on va aller chercher l'apport de nos effectifs supplémentaires avec des sections spécialisées comme, je répète encore une fois, EMIC, CCR, nos patrouilleurs du métro. On a aussi des groupes d'intervention dans le secteur qui peuvent venir. Grosso modo, c'est l'avantage au SPVM, c'est qu'on peut aller chercher de l'appui. Puis comme je vous dis, en cas d'appel d'urgence, si nos effectifs ne sont pas disponibles parce qu'ils sont occupés déjà sur un autre appel, on va aller chercher des effectifs. C'est fait automatiquement. Ils vont aller chercher des effectifs dans les autres secteurs avoisinables, le véhicule le plus proche pour répondre le plus rapidement possible à l'urgence. Merci beaucoup, Dany Saint-Pierre. Je vais joindre deux questions de deux personnes différentes qui se rejoignent un peu. Laurie Zéphir qui dit pourquoi un site d'injection supervisée n'a pas été aménagé sur le site. Et Mme Cathy Villeneuve qui dit j'ai longuement travaillé auprès de la clientèle en santé mentale. Il m'apparaît évident de prévoir des problématiques en lien avec la consommation. Le problème, c'est qu'on a interdit de consommer dans la ressource. Pourquoi ne pas permettre de consommer dans la ressource d'hébergement qui diminuerait l'impact à l'extérieur? J'ai le goût de vouloir relancer, M. Larreau, encore une fois. Bien, écoutez, nous avons M. Jonathan Brière, qui est un spécialiste du réseau de la santé en santé mentale et dépendance. Alors, comme il s'est manifesté, je l'inviterai à répondre. Alors, M. Brière? Est-ce que vous pouvez juste me répéter la question parce que ça a coupé sur plusieurs bouts, s'il vous plaît? On demande essentiellement pourquoi on n'a pas ouvert un site d'injection sur les lieux et à l'intérieur de la ressource qui diminuerait de façon importante ce qui se passerait à l'extérieur de la ressource. Bien, écoutez, un site d'injection, en fait, premièrement, il y a plusieurs démarches à faire pour ouvrir ça et ça amène d'autres enjeux, d'autres problématiques, là, le site d'injection. Fait que c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer, mais pour le moment, là, ce n'est pas dans les cartons d'ouvrir un site d'injection supervisé. De plus, il faut savoir que, comme les gens ont dit avant, c'est un refuge temporaire. Donc, ça demanderait des démarches multiples sur plusieurs mois pour ouvrir un site d'injection supervisé. Là. OK. Extrêmement complexe. Une autre question qui nous vient d'Olivia de Lastérie, j'espère que je prononce bien son nom. Avez-vous l'intention d'utiliser à terme la pleine capacité de l'auberge Royal Versailles, soit les 240 lits? Non. Madame Pelletier.
Oui, bonjour. Donc, non, c'est effectivement, ce n'est pas dans les plans là, pour répondre tout simplement à la question. L'objectif, c'est pas d'utiliser les 240 places mentionnées. Merci, Mme Pelletier. On va donner la parole à Julie Gauthier. Si vous êtes là, la parole est à vous. Madame Gauthier? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Parfait. On a parlé beaucoup d'insécurité. Je crois que les gens là, qui sont sur l'appel vivent justement le fait, la peur avec ce nouveau écosystème, là, tout ce que ça l'engendre comme autre problématique. Moi, la question serait plus dirigée pour M. Saint-Pierre. Je comprends, il mentionnait qu'il y avait certaines problématiques comme des événements criminels là, qui se passaient avant même l'ouverture de ce centre-là. Par contre, moi, je vois clairement des échanges de drogue maintenant dans nos rues. La question que j'ai pour lui, c'est, on sait que certaines personnes ont des problèmes, je vais dire, on sait que la consommation peut être une problématique. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Parce que là, ça se fait vraiment de façon flagrante là, devant nos yeux, là, ce qui n'existait pas avant. C'est des passations vraiment des passations de sacs, là, 2 autos qui arrivent, puis on voit les échanges là, qui se font. Là. Ça se fait en plein jour. Bonsoir, Mme Gauthier. D'entrée de jeu, votre réponse, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même des échanges assez intéressants avec le responsable du centre, M. Monette, à ce niveau-là, qui nous donne quand même de l'information pour nous aider, nous orienter dans nos patrouilles. Mais je vous invite aussi, quand vous voyez des situations comme ça, à le signaler. Parce que pour nous, ça va nous aider à cibler les lieux plus précis, les moments, si on est capable de déterminer des moments, et d'orienter encore plus nos patrouilles, puis aller chercher, encore une fois, je le précise, l'appui de nos sections à l'interne, des sections spécialisées dans ce domaine-là. C'est tout. En bref, c'est ainsi, je vous invite à communiquer au 911, donner l'information, ou d'appeler, si ça s'est passé la veille, bien, vous pouvez appeler directement au poste de quartier pour donner l'information également, que ça va être colligé dans nos dossiers pour orienter nos... Parfait. Merci. Merci, Mme Gauthier. Merci, Dany Saint-Pierre. Bon, c'est une question qui est revenue et c'est quelque chose qui est revenu souvent dans le chat et je vais aller poser les 2 questions. Anne-Gaëlle Habib nous demande pourquoi ne pas déplacer ce genre de refuge dans Westmount ou Saint-Lambert, d'une part, et Mme Charline Bignon, et on peut peut-être joindre les 2 réponses. C'est quoi une cohabitation harmonieuse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à ces 2 questions-là ou joindre ces 2 questions-là? Bref, pourquoi on se retrouve là où on est et c'est quoi une cohabitation? Tout d'abord, vous savez, on a mis des centres d'hébergement là, sur la Ratwater, pratiquement du côté de Westmount. On a un centre de jour aussi Résilience là, qui est sur le terrain de Westmount. Donc, oui, il y a eu des sites sur Westmount et j'entends beaucoup de gens dire pourquoi nous, pourquoi notre quartier? Non, la situation, elle est grave, elle est partout et il y a vraiment eu des sites partout. L'autre question, c'est une grosse question de développement. Qu'est-ce que la cohabitation harmonieuse? Bien, je pense que c'est quand, effectivement, tout le monde peut essayer de vivre dans le respect et que tout le monde se sente en sécurité avec toutes les autres personnes. Dans une ville comme Montréal, mais je pourrais donner beaucoup d'autres exemples de villes, plus il y a de personnes en situation d'itinérance, plus il y a de personnes marginalisées dans l'espace public, plus il y a de l'incompréhension mutuelle qui peut aller de l'intolérance jusqu'à la peur. Et c'est pour ça qu'il va falloir travailler énormément là-dessus. Nous, on en parle beaucoup à la Ville de Montréal, surtout depuis la pandémie. Je pense que les prochaines années vont être les années de la cohabitation. On a débuté un échange, une coopération Paris-Montréal sur ce sujet-là, parce qu'il va falloir outiller tout le monde, à la fois les personnes marginalisées à changer parfois certains comportements, mais aussi, surtout, à pouvoir travailler avec les personnes, les résidents, les commerçants, pour qu'elles puissent se sentir en sécurité. On parle de projets de formation. Je voyais dans le chat beaucoup de gens dire « Pourquoi on ne vient pas nous former, nous, les citoyens? Pourquoi on ne vient pas nous écouter, nous, puis nous donner des outils réguliers? » Je pense que c'est extrêmement pertinent comme commentaire. C'est pas dans une pandémie qu'on peut démarrer et vraiment être aussi efficient qu'on voudrait là-dessus. Mais je pense qu'au
qu'au niveau de la ville de Montréal, en tout cas, et peut-être certainement au niveau du réseau de la santé aussi, avec lesquels on a ces discussions-là, je pense que les prochaines années vont être les années de la cohabitation sociale et collectivement, il va falloir effectivement se donner des outils de formation mutuelle pour arriver justement à bien s'entendre et que tout le monde se sente bien. Merci beaucoup, M. Larreau. Question de Louise Saint-Amand qui dit « Pourquoi ne pas créer des centres avec moins de personnes, genre 25, dans plusieurs secteurs de la ville, puisqu'ils ont été déplacés de la place du Puy? » Et oui, c'est ça. C'est Mme Louise Saint-Amand qui pose la question. J'ai déjà répondu, M. Harpin, à cette question-là tantôt. Je l'avais lu, oui. Elle m'était tombée dans l'œil. Ça serait le rêve, effectivement, de pouvoir faire de très petits centres pour avoir moins, justement, de concentration de personnes au même endroit. Actuellement, en pleine pandémie, vous savez, toutes les équipes, là, que ce soit le réseau de la santé, là, est extrêmement sollicité. Les équipes communautaires aussi. On vit en plus un problème d'employabilité, de rétention de personnel. Tout le monde, dans tous les secteurs d'économie, cherche des employés. C'est vraiment une période extrêmement difficile. Alors, actuellement, on essaie de faire effectivement des sites le plus petit possible, mais par manque de capacité, par manque de lieux, par manque de personnel, bien évidemment, des sites plus importants sont nécessaires à l'heure actuelle. Mais oui, c'est dans les visées, c'est d'avoir des sites plus petits. Merci beaucoup, Serge Larreau. Maintenant, une question de vive voix. Monsieur Michel Martil, si vous êtes là, la parole est à vous. Monsieur Martil, est-ce que vous êtes là? Bonsoir, j'y suis. Ma question s'adresse à Monsieur Saint-Pierre. Pour que l'on fasse suite à certains commentaires de Monsieur Rémy Bisson et de Madame Gauthier, les deux personnes abordaient la drogue. Moi, j'habite sur la rue Beauclair, puis ça fait depuis le début de l'hébergement que je vois le même revendeur de drogue venir s'approvisionner dans un automobile pour venir chercher la drogue qu'il revend après. Et cet après-midi, le même individu est rentré sur les lieux de l'auberge pour qu'il se dirige à l'arrière. Alors, sachant qu'il y a des agents de sécurité et apparemment de la patrouille policière, pourquoi que l'on ne freine pas cet individu que l'on voit fréquemment et faisant plus de ça avec les nouvelles directives de la police, il faut avoir des motifs pour que l'on interpelle l'individu. Alors là, l'interpellation ne peut pas se faire à cause que l'on n'a pas de motif. Il faudrait le prouver avant de l'intercepter que cette personne-là est bel et bien un revendeur de drogue. Pourtant, là, il y a plein d'itinérants qui sont comme des mouches après un tas de miel, on dira. Monsieur Marcel, est-ce que vous avez une question? Oui, c'est ça, effectivement. Alors, le rôle de la police là-dedans, la question pour M. Saint-Pierre, malgré le fait que l'on pointe l'individu, que l'on sait qu'il est un revendeur de drogue et qu'on fasse certaines patrouilles là-bas, on ne l'interpelle pas parce que les nouvelles directives disent qu'il faut qu'on prouve qu'il a fait un méfait avant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, M. Saint-Pierre? Bonsoir, M. Marcel. Oui. D'entrée de jeu, je vais vous dire que vous n'avez pas tout à fait raison sur les directives au niveau de l'interception. Ce que je veux vous dire, c'est pour ça, tantôt, à la dame précédente, j'invitais à communiquer avec nous les informations. Parce que oui, pour vous, c'est évident, vous restez sur les lieux, vous le voyez, vous êtes là de façon régulière. Les policiers
j'ai quand même plus de 100 policiers au poste 48. Ce ne sont pas toujours les mêmes qui passent à cet endroit-là et à des jours différents, à des heures différentes, de jour, de soir, de nuit. Donc, c'est de là l'importance que vous dénoncez cette information-là, que vous nous la remontez. Il y a plus de descriptions possibles, la marque du véhicule. Vous savez que la police, ça se fait en collaboration avec nos citoyens. On a besoin du monde parce que vous êtes nos yeux également, parce qu'on n'aura jamais assez de policiers pour avoir des yeux partout dans la ville. Donc, vous êtes nos yeux. Et pour moi, ce que vous me dites ce soir, c'est super important pour nous. Et on apprécierait que vous preniez le temps de nous contacter, de transmettre cette information-là aux policiers du secteur. Parce que suite à ça, on va pouvoir commencer à avoir orienter le dossier vers cet individu-là, le travailler, puis s'il faut impliquer la section les stupéfiants. Monsieur Saint-Pierre, excusez-moi, Monsieur Marcel. Monsieur Marcel, je veux aussi... Oui. Parce que je peux vous dire là, que toute la démarche que vous décrivez est une démarche que j'ai faite auprès de l'agent Prato. OK. Donc c'est exactement la bonne personne à qui vous avez parlé. Puis j'en ai parlé ce matin avec lui, d'ailleurs, de ce dossier-là, parce qu'on avait parlé avec M. Monette aussi, qui nous transmet aussi quelques informations pour nous aider là-dessus, parce qu'il collabore avec nous. On a une très bonne collaboration avec l'organisme CARE dans le secteur qui sont là. Et vous avez parlé à la bonne personne avec M. Prato, puis je vous dis, ces informations-là, peut-être pour vous, ça vous dérange moins, mais toute personne communique avec nous, ça peut rester anonyme comme information. Et nous, ben, ça nous oriente, mais c'est pas parce qu'une journée, vous donnez l'information que le lendemain, cet individu-là est arrêté. Ça va nous aider à orienter notre patrouille, à orienter nos enquêtes, mais sachez que les motifs d'interception, on n'a pas besoin de prouver avant d'intercepter que l'individu est un vendeur de drogue. C'est des techniques d'enquête, ça fait partie de notre travail et on va aller chercher avec des informations ciblées de même, mais on va pouvoir mieux vous aider à vous aider dans le fond. En bref, c'est un peu ça. Monsieur Marcil, merci beaucoup pour votre question. Et je vous rappelle, vers 20h25, on va tenter de clore la session. On a pas mal fait le tour des questions qui reviennent et qui reviennent. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Roger Prudhomme. Monsieur Roger Prudhomme, la parole est à vous. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Je tiens à vous dire en entrée de jeu que c'est sûr qu'on a toujours eu un quartier très calme et très sécuritaire ici. Mais malgré ce que certaines personnes peuvent croire, on est quand même habitué à dealer, si vous me permettez l'expression, avec des gens à la santé fragile ou à des états psychiques fragiles. On vit avec Louis H. Lafontaine depuis toujours à côté. On prend des marches autour de Louis H. Ces gens-là sont forcément même plus dangereux que certains des itinérants, certainement, qui sont à l'auberge Royal Versailles. Mais quand ils prennent des marches, ils sont encadrés par des intervenants, sont suivis par des autopatrouilles de Louis H. Lafontaine, ce qui fait qu'on a un sentiment de sécurité. Vous nous parlez depuis tantôt de surmonter la peur, d'apprendre à vivre avec ça. C'est pas ça qu'on veut. On ne veut pas qu'il arrive des drames puis réagir après. Vous ne parlez jamais d'enrayer la situation. Nous, ma question s'en vient, faites-vous-en pas. Ce qu'on veut, c'est sûr, c'est que la situation revienne comme elle était avant. Alors, ma question s'adresse à M. Serge Villandre. Je voudrais savoir, M. le directeur de l'arrondissement, est-ce que vous êtes prêt à... Parce qu'étant donné que M. Lessard-Blais n'est pas là pour parler ce soir, M. le maire, et qui a semblé nous traiter un peu d'intolérants face au fait qu'on a fait une pétition, face au fait que les gens réagissent, alors qu'il ne faut pas se faire stigmatiser non plus. Là, on n'est pas des intolérants. Moi, quand je rencontrais un itinérant dans le coin de l'Angelier, dans le temps, j'amenais prendre un café au Tim Hortons. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Est-ce que, M. Villandre, vous vous engagez à demander à M. Lessard-Blais s'il est prêt à intervenir pour ramener la situation le plus rapidement possible comme elle était avant? Oui, vous nous avez dit de ne pas politiser le débat, mais je vais le politiser parce que les élections s'en viennent. On veut savoir s'il y a de quoi à faire ou s'il faut changer de parti. On veut savoir si c'est quoi est-ce que vous êtes de notre côté? Est-ce que vous êtes capable de nous assurer qu'il va y avoir des changements réels, pas juste apprendre à vivre avec? On veut que la situation revienne comme elle était avant. Merci, M. Prudhomme, pour votre question qui comporte plusieurs volets. L'aspect politique, je vais le laisser de côté là, parce que je ne veux pas intervenir là-dedans. Toutefois,
Puis je l'ai dit là d'entrée de jeu, nous sommes nombreux rassemblés ici ce soir, autant des citoyens que des gens, là, des organismes, je le répète, là, des organismes de la ville, de l'arrondissement, de la santé, tout ça, des partenaires communautaires, le PDQ. On est là pour vous entendre puis pour trouver des solutions. C'est quoi le avant? Là, il faudrait définir. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de cohabitation harmonieuse depuis le début de la soirée, donc de vivre ensemble. Il est important que l'espace public soit approprié par tout le monde. J'entendais tantôt des commentaires de gens, ben là, j'ai peur de sortir. Non, il faut continuer à occuper l'espace public. Il faut continuer à travailler ensemble. Il faut continuer à collaborer. Puis c'est comme ça qu'on va changer les choses. Nous, puis là, je ne veux pas, tantôt, je vais faire une petite conclusion, là, mais on a des moyens. Il y a des choses qu'on veut faire et qu'on va faire. Puis on va les faire ensemble. Puis on va vous inviter comme citoyens aussi à participer à trouver des solutions. Donc, c'est ça qui est important dans le contexte. Donc, je pense qu'il a été mentionné, comme je vous ai dit un peu plus tôt, le 7 septembre dernier, le maire a donné des réponses en fonction des informations qu'il avait. Puis, je pense qu'on a tenu cette soirée-là ce soir, justement pour vous entendre, répondre aux questions. Puis, je comprends qu'on fait, on ne sort pas de la soirée de ce soir en se disant « Ah, on a répondu à tout, job done, on s'en va, on tourne la page. » Là. On le sait que demain matin, puis même après la rencontre, on a déjà du travail qui nous attend, tout le monde là, qui sommes là, puis on va faire appel à vous. Ça, c'est la chose que je peux vous assurer. Nous allons faire appel à vous, puis on va le travailler ensemble. Voilà. M. Landry, merci. M. Prudhomme, merci beaucoup pour votre question. Maintenant, Michel Marcil, encore là, est-ce que vous avez une question à poser? Alors, M. Marcil n'est pas là. On va aller à François. Oui, excusez-moi. Vous l'aviez posé tantôt, hein? Oui, effectivement, ma question, elle a été posée. Mais vu que j'ai l'occasion de parler encore une fois, permettez-moi d'apporter un petit commentaire. C'est le suivant. Il nous reste 3 minutes, monsieur, puis il y a une autre personne qui veut poser une question, M. Marcil. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander de céder la parole à François qui voudrait poser une question. Merci, M. Marcil. Merci beaucoup. François, vous avez une question. C'est le dernier que nous avons sur la liste ici. François, votre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Mon nom est François Ouellette. Donc, ce serait une intervention principalement pour M. Saint-Pierre. Vous avez demandé aux citoyens de rapporter les cas de dealers de drogue et autres. Je crois que ça a été fait par plus d'un citoyen. Pour nous qui marchons dans le quartier, c'est relativement facile de les voir. On les voit derrière le Harvey's régulièrement. On les voit sur la rue Beauclerc très régulièrement. Je crois qu'il serait très facile pour un agent en véhicule banalisé de prendre des photos pendant une période de 4 à 6 heures dans une journée et de ramasser toutes les évidences. Je pense que c'est le devoir du service de police de faire ce genre d'opération pour travailler en préventif et non en réactif. C'est ce que les citoyens demandent. Je pense que le problème de drogue dans le quartier, je sais que le problème de drogue dans le quartier, c'est quelque chose de nouveau. Ça fait 14 ans que j'y habite. Les dealers sont maintenant en nombre beaucoup plus important qu'avant. On le voit, on l'a vu, on le voit tous les jours. Au lieu d'entendre toujours des réponses du service de police de dire on travaille en réactif, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut de la prévention, on veut que le problème de dealer de drogue s'arrête immédiatement. Ça n'a pas d'affaire dans nos quartiers, ça n'y était pas aussi important avant. C'est le changement est drastique depuis la mi-juillet, puis on veut que ça s'arrête immédiatement. Bonsoir, monsieur. Oui. En bref, on est au courant de la situation. Comme on vous dit, monsieur tantôt a dénoncé à la bonne personne au poste qui travaille, mais c'est important que vous sachiez que ce genre d'enquête-là, c'est des enquêtes qui ne se font pas en 24 heures. C'est des enquêtes de longue haleine et on va faire le suivi là-dessus pour s'assurer que oui, que ce dossier-là se travaille. Et vous allez avoir le suivi. Les plaignants vont être contactés pour les suivis à ce niveau-là.
Merci, M. Saint-Pierre, et merci, M. Ouellet, pour votre question. Et maintenant, on va conclure la soirée. On a répondu aux questions de pas mal tout le monde. J'aimerais maintenant inviter le directeur général de l'arrondissement, M. Serge Villandré, à nous livrer le mot de la fin. M. Villandré, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Harpin. Sincèrement, merci beaucoup tout le monde pour vos questions, vos commentaires. Je pense que c'était nécessaire qu'on tienne cette rencontre-là. Vous l'avez demandé, on la tient. Comme on le dit, puis je me répète, mais des fois, il faut se répéter, ce n'est que le début. Il va y avoir d'autres rencontres et on va continuer à vous informer puis à travailler ensemble. J'ai noté, puis là, vous allez me pardonner, peut-être je vais lire les notes que j'ai prises là, au fur et à mesure qu'il y avait des questions ou des commentaires sur le chat. Bon, il y a des mots qui sortent, qu'on a entendus ce soir. Insécurité, peur, bon, problème de propreté, incivilité, les besoins, la détresse. Bon, ce sont des mots quand même forts, connotés. On les a entendus. Puis maintenant, il faut se retrousser les manches, tout le monde, ensemble, autant les institutions, les organismes communautaires, les citoyens aussi. Donc, on vous tend la main pour qu'on puisse travailler ensemble à résoudre ces enjeux-là. Je l'ai mentionné dans une intervention un peu plus tôt, il ne faut pas abdiquer l'espace public. L'espace public appartient à tout le monde. Il faut l'occuper ensemble, puis en harmonie. Donc, à court terme, ce qu'on veut faire, donc, il y a la mise en place d'un comité de milieu, donc sur lequel on pourra avoir des échanges. Surveillez notre page web, donc montréal.ca/MHM, sur lequel vous allez retrouver le question-réponse pour trouver d'autres réponses à des questions que vous avez posées ce soir, puis que peut-être on n'a pas toutes répondu. Donc, vous allez voir ça. Là, ça va nous prendre peut-être quelques jours parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'interventions, de réponses, mais on s'engage à les publier. Donc aussi, s'il y a des choses que vous constatez qui sont relatives à la propreté ou des enjeux là, sur le terrain, dans les rues, tout ça, vous pouvez contacter le 3-1. Nous, on a informé nos équipes ici pour répondre aux citoyens quand il y a des demandes qui sont adressées au 3-1. Comme le disait M. Saint-Pierre, c'est sûr que si c'est une urgence, bien là, c'est le 911. Mais pour des éléments là, qui sont du quotidien, ça peut être le 3-1. Là, donc, on est là pour votre service. Donc, on est dans la cohabitation. Il y a un élément que moi, je vais vous dire aussi avec mes tripes là, un peu. Il y a un élément de dignité humaine dans tout ça. Je pense que c'est vraiment très important. Donc, on a mentionné la détresse, autant chez certains citoyens que chez certains même travailleurs ou bien aussi les personnes itinérantes. Donc, il faut s'élever au-dessus des qualificatifs, parce que j'en ai vu quelques-uns dans le chat, là, on ne peut pas sortir des qualificatifs négatifs pour les personnes qui vivent des situations à problème. On ne sait pas qu'est-ce qui les a conduits là, on ne les connaît pas. Je pense qu'il faut plutôt tendre la main avec bienveillance, empathie. C'est comme ça qu'on va trouver des solutions. Puis, comme je l'ai dit à monsieur qui posait une question un peu plus tôt, l'engagement, c'est qu'on va maintenir le contact avec vous. Voilà. Merci. Vraiment chaleureusement, merci. Puis bonne soirée. Merci beaucoup, M. Villandré, qui est directeur général de l'arrondissement. Et je vous rappelle que la séance a été enregistrée, elle va être disponible. Et les questions qui n'ont peut-être pas eu de réponse, mais des questions qui étaient redondantes vont avoir des réponses. Et toutes vos questions, tous vos commentaires vont être analysés, vont être reçus. Merci beaucoup. À la hauteur de ça, on avait pas loin de 140 personnes. On a encore 100 personnes qui sont là. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, M. Larreau, Mme Bastien, Mme Plante, M. Campeau, le député de Bourget, et Mme Escalona pour votre travail. Et bonne soirée tout le monde. Merci. Au revoir.